Bonjour à tous. De plus en plus de voix s'élèvent pour s'interroger sur l'efficacité et la pertinence aujourd'hui de la démocratie pour répondre aux aspirations des peuples à travers le monde. La dernière voix à se poser des questions, celle du grand Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérian. Pourtant, la démocratie est présentée comme le moindre mal parmi tous les régimes. Comment en est-on arrivé à porter des réserves? Que doit-on faire justement face à une telle lecture et quelle devrait être la posture de l'Afrique? Ce sera le sujet de notre discussion de ce matin. En attendant de trouver une autre alternative à la démocratie, ceux qui en sont les pionniers continuent de la pratiquer. Aux États-Unis, elle a permis à un ancien président dont les agissements par le passé ont outré justement les défenseurs de la démocratie, permis donc à un ancien président de reprendre le pouvoir par les urnes de Trump, le nouveau président des États-Unis. Quelle lecture de la part des Béninois qui ne vivent pas sur place ni au Bénin, ni aux États-Unis? Nous allons en tout cas en avoir une idée tout à l'heure avec deux qu'on aura en ligne au téléphone. Vadislas Freud Guédou, lui qui vit au Canada, et Achille Baguidi, lui résident en France. Ce sera donc notre page invitée de ce matin qui va recevoir deux à la fois. Merci d'être au rendez-vous d'Actu Matin et bienvenue. Et voici donc pour la une des journaux. On va commencer avec Fraternité ce matin qui titre un cadre de concertation de l'opposition, FCBE, RE, les absences qui interrogent et cité ministérielle, un symbole de modernité de couplet du congrès extraordinaire de Mouel Bénin. Jacques Ayadji et ses lieutenants affûtent leurs armes pour les élections de 2026. Avis d'appel à candidature de la dette pour le recrutement de spécialistes en passation de marché de développement social. Usurpation de titre d'architecte au Bénin. L'ONAUB tire la sonnette d'alarme et met en garde. Vous avez donc l'éditorial de ce matin signé Anissé Carlos Oké. Quand l'Amérique nous instruit, propose donc l'éditorialiste ce matin dans Fraternité. Nous passons à la Nouvelle Tribune. Prochain discours sur l'état de la nation. Les deux promesses majeures de Patrice Talon toujours en difficulté. Gaskiani Info, gouvernement, le remaniement ministériel s'impose Nord-Sud quotidien pour améliorer les recettes de Porte-Nouveau. Adoption d'une batterie de mesures. Le potentiel, perspective des élections générales de 2026. Les forces de l'opposition s'unissent pour dire non à Patrice Talon. Nous sommes avec l'événement du jour. Bilan des réalisations de la rupture à la tête du Bénin. La locomotive sportive est bel et bien sur les rails d'Abarou. Pour continuer, sécurité des personnes et des biens au Bénin, la prouesse de la police républicaine qui mérite d'être encouragée. 109, commune d'Adjoum, la secrétaire exécutive d'Adjoum, convoquée à la BEF, la brigade économique et financière. Nous sommes maintenant avec Matin Libre. Sous le leadership des partis, les démocrates, l'opposition met en place son cas de concertation. Le Télégramme lutte contre l'érosion côtière. Le sable marin toujours vendu à semer aux grandes dames du gouvernement. La tribune de la capitale en visite en France. Édouard Locaux hérite de projets structurants pour une presse professionnelle. Nous voici avec le Soleil Bénin Info. Alors que les échéances électorales de 2026 arrivent à grands pas, l'opposition entre menaces et torpeur. Le matinal pour continuer animation de la vie politique au Bénin. L'opposition crée un cadre de concertation. Voici palmarès chez vous maintenant face aux enjeux de 2026. L'opposition bat le rappel des troupes. Visa Info, le quotidien spécialisé sport ce matin. Préparatif CAN Handball Senior Rwanda 2026. Les Guépards fourbissent leurs âmes en amical face au Togo. Décryptage
Info pour continuer. Développement durable au Bénin, le commerce équitable au cœur des discussions du Senior Policy 2022-24. Libération pour continuer. Santé publique, le Forum national sur la nutrition s'ouvre demain. Bénin Intelligence, cité ministérielle, vers 10 milliards par an d'économie de loyer. Et puis, le deuxième tour de lecture de Fraternité ce matin, cadre de concertation de l'opposition, FCBE, RE, des absences qui interrogent cité ministérielle, un symbole de modernité et de luxe au service de l'administration. Conseil national couplé du congrès extraordinaire de Mouel Bénin, Jacques Ayadji et ses lieutenants affûtent leurs armes pour les élections de 2026. Avis d'appel à candidature de la dette pour le recrutement de spécialistes en passation de marché et développement social. Les détails dans les colonnes de Fraternité. Puis usurpation de titre d'architecte au Bénin. L'ONUB tire la sonnette d'alarme et met en garde. Et puis la chronique, l'éditorial signé ADC Carlos Soke, quand l'Amérique nous instruit. Voilà donc ce qu'on peut retenir la une des quotidiens parvenus donc à Canal 3 Bénin ce matin. On va passer au bulletin de l'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. On a noté une nouvelle adhésion au sein du Parti Bloc républicain de la 3e circonscription électorale. L'ancien colonel Pascal Tawas rejoint le parti du Cheval Blanc Cabré. La prestation de serment s'est tenue, la cérémonie d'adhésion, vous voulez dire, s'est tenue ce week-end en présence de l'honorable Barthélémy Kassa, représentant du président Ablaye Tchane. Vous aurez donc les images et les propos tenus à l'occasion à suivre dans le bulletin. Pendant ce temps, le cadre de réflexion et de concertation des enseignants autochtones de Soie va célébrer. Les directeurs dont les écoles se sont illustrés à travers les résultats au thème de l'examen du CEP session de juin 2024. La cérémonie de remise de certificats d'excellence s'est déroulée en présence du maire de la ville vendredi dernier. Les précisions dans un instant aussi. Et on va entamer ce bulletin donc par une note notamment politique. Voici le bulletin. Une adhésion au bloc républicain, notamment dans la 3e circonscription électorale. L'ancien colonel Pascal Tawas fait désormais partie donc du parti du Cheval Blanc Cabré. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée le samedi 9 mars 2024 au domicile du colonel à la retraite à Boukoumbe. Une cérémonie empruntée de solennité rehaussée par la présence des militants, sympathisants et quelques teneurs du parti, dont l'honorable Barthélémy Kassa représentant le président du parti Abdoulaye Biotchani, Alassane Harouna. Acceptez-vous de respecter la ligne du parti et tout travail qui vous sera demandé par vos responsables hiérarchiques politiques? Oui. Plus qu'une simple prestation de serment, c'est un engagement solennel d'adhésion au bloc républicain que le colonel à la retraite Pascal Tawas vient de prendre devant les militants sympathisants et la haute hiérarchie politique du parti du Cheval Cabré de la 3e circonscription électorale, mobilisé à sa résidence Tata à Boukoumbe. Juste après ce protocole empreint de solennité, le nouvel adhérent sera invité à formaliser son acte d'adhésion par la signature devant le représentant du président du parti, les documents officiels qui actent son adhésion au bloc républicain. Camarades, la fiche d'adhésion. Voici. Qui l'engage? C'est ce qui doit désormais guider vos pas au sein du bloc républicain. Je suis recru. Je vais m'y mettre parce que le parti fait un travail en équipe. Je rentre dans le parti parce que là-dedans, nous voici vaut mieux que me voici. Loin d'être un simple militant ou sympathisant, l'ex-officier supérieur de l'armée béninoise, reconnu pour son charisme et surtout son leadership dans l'ère culturelle Otamari, représente aux yeux de la coordination communale du bloc républicain un patrimoine politique. Au nom des militantes et militants du bloc républicain de Boukoumbe, je lui souhaite la bienvenue. Longtemps courtisé et convoité aussi bien par les politiques de la mouvance que de l'opposition béninoise,
Pascal Tawès a finalement choisi son camp. Un choix délibéré rendu possible grâce à la diplomatie et au management politique de ce leader incontestable de la 3e circonscription électorale, Barthélémy Kassa. Abdoulaye Biokane souhaite que de ces genres d'événements se multiplient encore à Boukoumbe, Boukoumbe étant désormais fief du bloc républicain, de par la présence du colonel député Théophile Mpo et de l'adhésion massive du colonel Pascal Tawès. Je voudrais également présenter de façon toute spéciale au camarade Pascal Tawès les félicitations du chef de l'État. Désormais engagé en politique aux côtés de la mouvance républicaine, le camarade Pascal Tawès entend batailler dur lors des prochaines joutes électorales pour remplir le grenier du parti du cheval cabré. Le CGE de Djougou dispose désormais d'une bibliothèque digne de nom. Pour inaugurer cette infrastructure, une délégation de hauts cadres de la Donga ayant pensé à sa rénovation entière était ce jeudi 9 novembre au CGE Djougou, conduite par l'honorable Abdul Malik Gomina et Jamila Idrissou Soulé. Elle y était pour non seulement procéder à la mise en service officielle de ce joyau, mais aussi et surtout réaffirmer leur détermination à accompagner les élèves et enseignants afin que les résultats escomptés soient atteints dans cette localité du nord du Bénin. Alassane Aouna. C'est une bibliothèque moderne de documentation adéquate à l'éveil intellectuel des lecteurs qui trône désormais au CGE Djougou. Autrefois désagrégée par le poids de l'âge, cette infrastructure a été entièrement rénovée et équipée grâce à la volonté manifeste des personnalités et autorités, dont l'honorable Abdul Malik Gomina et Jamila Idrissou Soulé, en apportant leur caution à la concrétisation de ce projet. Les initiateurs entendent offrir aux bénéficiaires un cadre idéal pour la lecture. Nous avons voulu offrir aux jeunes de Djougou un endroit où l'esprit peut vagabonder, se cultiver et s'ouvrir au monde. Chaque livre, chaque histoire est une porte vers l'avenir. Chers élèves du CEG1, cette bibliothèque est pour vous, qu'elle soit un refuge, un lieu de rencontre, un endroit où vous trouverez des réponses à vos questions. En le faisant, nous avons voulu montrer qu'il est possible de commencer quelque chose. Donc nous souhaitons que cela s'étende aux autres collèges. Pourquoi pas l'année prochaine, le CEG2, le CEG Patago, d'autres CEG dans la commune. Mais c'est faisable. Il n'y a que l'école pour diminuer notre pauvreté. Et faisons tout pour aider les enseignants à mieux encadrer les enfants en leur créant des conditions dignes d'apprentissage. Quand tu obtiens, tu dois donner. Le CEG1 de Djougou m'a donné. C'est à mon tour de donner au CEG1. Et je trouve même que ce que je donne est très insuffisant. Que Dieu me permette de donner encore beaucoup. Composé d'une salle de lecture dotée d'ouvrages et documents, d'un magasin et d'un bureau, ce joyau vient répondre aux besoins et préoccupations des élèves et enseignants. Vous avez compris nos besoins et vous avez agi avec générosité. Vous avez non seulement amélioré notre environnement d'apprentissage, mais vous avez également montré votre engagement envers notre avenir. Vos efforts ne passeront pas vains. Votre geste est louable et restera gravé à jamais dans les cœurs de tous les acteurs de ce système. Nous vous promettons que cette armoire de livres et son confort inédit contribuera à coup sûr à l'amélioration des pratiques des enseignants. Ce joyau aura à coup sûr un impact sur le niveau de nos apprenants qui trouveront une source intarissable où ils iront étancher leur soif en matière de savoir. Par cet acte, les initiateurs ont montré une fois encore leur engagement à œuvrer pour une éducation inclusive et de qualité dans la Donga. Je voudrais particulièrement
remercier l'honorable Malik qui, depuis qu'il était maire, a évoqué ce projet. La doléance va à l'endroit des donateurs et en particulier l'honorable Malik et son équipe. Le CG1 a besoin d'une salle de réunion. Un sketch pour montrer l'importance de la lecture et une prestation artistique des élèves ont été présentés à l'assistance. On reste toujours dans le nord du Bénin, cette fois-ci dans le département de la Liborie, où l'association Barika en fait de la paix et la cohésion sociale à travers le sport son cheval de bataille. Ceci à travers le projet de connexion des jeunes de la Liborie et de la Takora autour des centres de jeunes réhabilités, un projet financé par l'USAID dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional d'appui aux pays côtiers. 2 disciplines sportives sont choisis et dans lesquels les jeunes s'entraînent pour mieux s'adapter dans la société. Reportage. Une partie d'entraînement au basketball et une autre au hand, ici au centre de loisirs Capitaine Leman Fari de Kandi, dans l'après-midi de ce jeudi 7 novembre. Ces jeunes des 2 CS apprennent à jouer dans l'une de ces 2 disciplines. Mais au-delà de l'esprit de compétition sportive qu'elle cherche à cultiver chez ces jeunes, l'association Barika a une autre visée. On a voulu vraiment passer par le sport cette fois pour pouvoir travailler avec les jeunes. C'est parce que nous pensons que le sport fait partie également des aspects importants qui réunissent beaucoup de jeunes, dont on pourrait profiter pour pouvoir faire passer des messages de paix et de cohésion sociale. Ça voudra dire qu'il faut travailler à créer un cadre assez convivial à travers des activités saines, pouvant occuper des jeunes, leur permettre de pouvoir vraiment profiter de la cohésion sociale, profiter de tout ce qui peut partager en matière de bonnes pratiques sur les questions de paix et de cohésion sociale. La paix et la cohésion sociale à travers le basket et le handball, le moins qu'on puisse dire est que le message est passé auprès de ces jeunes, repartis en 4 équipes dans chacune des 2 disciplines. Grâce au handball, j'ai appris à vivre en équipe, en société, ce que je n'avais pas l'habitude de faire. Donc je conseille à tous mes jeunes frères qui pensent que c'est juste pour se distraire, de s'y intégrer. Il y a beaucoup à gagner. Si ça peut être toujours comme ça, même si ce n'est pas eux, si c'est certains autres qui peuvent venir assister et venir augmenter les savoirs pour nous, ça serait plaisir pour nous. Les 2 séances sont dirigées par 2. Dans le département de l'Atlantique, pour finir, les directeurs dans les écoles se sont illustrés à travers leurs bons résultats à l'issue de l'examen du certificat d'études primaires dans sa session de juin 2024 ont été honorés. Il s'agit de ceux officiant dans les établissements publics et privés de la commune de Soava. Le maire André Oussou Todjem a fortement soutenu cette initiative de cadre de réflexion et de concertation des enseignants autochtones de Soava. La cérémonie de remise de certificat d'excellence s'est déroulée ce vendredi à la maison des jeunes de la commune. Suivie. La barque éducative de Soava retrouve son équilibre grâce à la vision d'un homme, André Oussou Todjem, maire de la commune. La cité lacustre, qui compte 57 écoles primaires, dont 6 privées, célèbre ici les mérites de ses enseignants. 17 écoles ont brillé au dernier examen du certificat d'études primaires avec un taux de réussite de 100%. Une performance qui ne passe pas inaperçue. Les directeurs de ces écoles sont à l'honneur à travers cette initiative du cadre de réflexion et de concertation des enseignants autochtones de Soava avec le soutien de la mairie. Cette distinction est un encouragement à poursuivre nos efforts pour offrir à nos élèves le meilleur enseignement possible. Nous sommes convaincus que l'éducation est la clé de l'avenir et nous nous engageons à continuer à travailler pour que tous les enfants puissent bénéficier d'une scolarité réussite. Nous savons tous combien le métier d'enseignant demande de l'engagement, de la patience et de l'énergie, car au-delà des cours et des leçons,
Il s'agit avant tout de façonner des individus, de bâtir des rêves en eux et de préparer nos jeunes à un avenir radieux. Des certificats d'excellence pour services rendus à la commune. Symbole de la gratitude du conseil communal et l'ensemble de la communauté pour les sacrifices consentis par ses éducateurs. Un soutien qui s'inscrit dans le cadre de la vision du maire qui entend faire de la commune de Soava un îlot d'excellence scolaire au Bénin. Les enseignants ont un impact indéniable sur la vie de leurs élèves, allant bien au-delà de la transmission et de connaissances. Ils nous guident, nous inspirent et nous aident à découvrir nos passions et nos talents. L'occasion faisant le larron, nous plaidons ici pour l'amélioration de vos conditions de vie et de travail. Les parents ne peuvent à eux seuls y arriver. C'est ce que le conseil communal que j'ai l'honneur de présider ne cesse de faire par la mise en place des infrastructures éducatives afin de vous permettre de travailler dans de meilleures conditions avec vos apprenants. Les directeurs distingués ici sont appelés à maintenir le cap. Les autres sont invités à leur emboîter le pas afin que le taux de réussite de 100% au CEP, au BPC et au BAC devienne contagieux sur l'ensemble des établissements scolaires de la commune de Soava. Tanguy, c'est la fin de cette session d'information. Merci beaucoup à vous, Florence Bossa, pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, voici les sports. Et nous voici donc pour l'actualité des sports avec Candide Rouheta. Candide, bonjour. Bonjour. On commence ce matin par la phase finale de la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin. La compétition est ouverte depuis samedi dernier et on jouait la deuxième journée de la phase des groupes dans 4 différentes disciplines et c'était hier. Oui, Tanguy, la phase nationale de la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin a bel et bien pris son envol, sinon a pris quartier à Djougou depuis samedi dernier. Pour ce qui est de la deuxième journée de la phase des groupes dans les 4 différentes disciplines. Elle s'est déroulée bien entendu ce dimanche et au football masculin d'abord le premier match de la journée a vu l'équipe de la FLAC de l'université d'Abomey-Calavi venue à bout de celle de l'USST de Lokossa par un score d'1-0. Dans le second match chez les hommes, Eusao de Cotonou n'a fait qu'une bouchée. UATM Gaza de Cotonou avec un score de 5-2. Au niveau des dames, on a enregistré une belle performance de l'équipe de la Flash de l'université de Parakou contre celle de la FLAC de l'université d'Abomey-Calavi. Victoire 5-1 au coup de sifflet final pour les filles venues de Parakou. Basketball maintenant avec une deuxième journée de fortune diverses pour les différentes équipes. Au niveau des hommes, la Flash de l'université d'Abomey-Calavi s'est offert une victoire 96-62 devant HECM de Cotonou et l'Ingeps de Porto Novo s'est incliné sur un score de 60-74 devant celle de la Flash de l'université de Parakou. Chez les dames, les étudiantes de la Flash de l'université d'Abomey-Calavi ont pris le meilleur sur celle de l'Ingeps de Porto Novo sur un score final de 50-41 et celle de l'USST de Lokossa ont dompté par 48-27 leurs homologues de l'IFRI de l'université d'Abomey-Calavi. Au niveau du handball, chez les hommes, l'USST de Lokossa et Flash UP se sont neutralisés par un score nul de 28-28. Puis Flash de l'université d'Abomey-Calavi s'est incliné 14-24 devant USAE de Cotonou. Du côté des dames, les étudiantes de la Flash de l'université d'Abomey-Calavi ont remporté le match face à l'équipe de l'USST de Lokossa avec un score sans appel de 20-7. De leur côté, les joueuses de la FACH UP ont battu leurs homologues de l'INGEPS par un score de 28-13. Au volleyball, les étudiants de la FASEG de l'université d'Abomey-Calavi se sont inclinés sur un score de 0-7 gagné contre 3 devant leurs homologues de l'INGEPS de Porto Novo et les joueurs de la FACH de l'université de Parakou ont eux aussi courbé l'échine 1-7 contre 3 devant la FDSP de l'université de Parakou. Du côté des dames, la FASEG de l'université d'Abomey-Calavi s'est offert une victoire 3-7-0 devant Flash UP et la FLAC de l'université d'Abomey-Calavi a été battue
par 3-7-0 par l'INGEPS de Porto Novo. La troisième journée de compétition, sinon de la phase des groupes de cette 11e édition des Jeux universitaires du Bénin qui se tient bien entendu à Djougou se déroule ce lundi 11 novembre 2024. Au football, l'INGEPS défie la Flash de l'université de Parakou chez les dames à 14h. 2 heures plus tard, l'USST de Lokossa sera face à Sapienza de Parakou chez les hommes. Puis à 18h, Usaï de Cotonou sera face à CU au centre bien entendu universitaire d'Adjara. Au basketball à 7h30, bien entendu, INGEPS affronte Sapienza de Parakou chez les dames à 9h30. Fash UAC sera face à l'USST de Lokossa chez les hommes à 14h. l'IFRI UAC va en découdre avec la Flash de l'université de Parakou au niveau des dames avant le match entre INGEPS et CU d'Adjara. Au niveau des hommes, à partir de 16h00 au handball à 7h30, Flash UAC sera l'adversaire de Usaï de Cotonou chez les dames. À 9h30, Flash UP affronte l'équipe de Sapienza de Parakou chez les hommes. À 14h30, Flash UP va se mesurer à Flac UAC chez les dames. Puis à 16h00, le match entre la Flash UAC et INGEPS chez les hommes. Volleyball pour finir. À 7h30, la FASEG UAC défie la Flac UAC chez les dames. Puis à 9h, la FASEG UAC sera opposée bien entendu à l'INGEPS de Porto Novo. À 10h30, INGEPS va affronter la FAST de l'université d'Abou-Enclavé chez les hommes. Et puis la Flash de l'université de Parakou va disputer les unités avec INGEPS de Porto Novo à partir de 16h00. Faut-il le souligner, l'épreuve bien entendu de l'athlétisme s'ouvre dans quelques minutes, notamment sur la piste d'athlétisme du stade Omnisport de Djougou. Allez, on va parler autre actualité maintenant. La 7e journée de la Ligue professionnelle de football au Bénin s'est déroulée ce week-end candide. On note une nouvelle victoire des Buffles du Borgou et un 3e échec pour les champions en titre. Oui, un 3e échec pour les champions en titre, bien entendu. Ça, c'est dans la poule B. Mais avant de revenir sur ça, dans la poule A, Buffles enchaîne avec une nouvelle victoire, bien entendu. Le club du Septentrion s'est imposé par un score d'1-0 à l'équipe de BKFC, l'équipe des petits piments, bien entendu, de BKFC qui s'incline donc sur un score de 0-1 devant les Buffles du Borgou. Damissa s'est imposé par un score de 4-1 à l'équipe de Banigon. C'est 1-0 pour la victoire de Abeille FC devant Ponte FC de Djougou. L'AS Takouni s'est imposé par un score de 2-0 à l'équipe de Dynamo FC de Parakou. 3-1 pour la victoire de l'AS Tonnerre devant Dynamique FC de Djougou. 1-1 entre Loto Popo et Espoir FC de Savalour. Boa, le premier Boa s'est imposé par un score de 4-1 à un année dans la compétition. Sinon, à un habitué de la Ligue Pro, Real Sport de Parakou par un score de 4-1. Dadia FC et Daplakwe continue bien entendu sur sa série d'invincibilité avec une victoire à la clé, 2-0 devant Audio FC de Komé. Dynamo FC d'Abomey et l'US Cavalier de Niki se sont neutralisés par un score nul d'1 partout. Dans la poule B maintenant, l'AS Cotonou s'est imposé par un score de 2-0 à l'équipe de l'USS Kraké. Avant, Omnisport s'est imposé par un score de 2-1 à l'équipe d'Aziza FC. 3-0 pour la victoire de Ayema FC devant la jeunesse athlétique de Ketoué. Tanguy, vous le soulignez tout à l'heure, Coton FC de Ouida s'est incliné sur un score de 0-1 devant à l'association sportive de la vallée de Louémé. Un 3e échec donc pour Coton FC dans cette saison bien entendu en Ligue professionnelle de football du Bénin. Après donc cette journée, Requin FC et Aspac se sont neutralisés sur un score nul et vierge. 1-0 pour la victoire de Adidja FC devant l'équipe de Étoile Filante. 1-0 pour la victoire de la jeunesse sportive de Ouida devant l'AS Police. Même score pour la défaite de l'AS Soubemap devant la jeunesse sportive de Pobé. Et puis score nul d'1 partout entre l'équipe de Sitatonga et l'équipe des Dragons de Louémé. On va parler maintenant de la liste des guépards du Bénin. On a parlé de ça le vendredi dernier. Ganotro a dévoilé en fin de semaine écoulée sa liste pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations où les guépards défient les Super Eagles du Nigeria et les Chevaliers de la Méditerranée. Sur cette liste, on note par ailleurs le retour de plusieurs joueurs comme le portier Serge Obassa de Remosta au Nigeria, des Néo-Guépas, bien entendu le retour des Néo-Guépas, Lenny Pirungel et Ryan Adigo. Et bien, n'ayant pas tenu de conférence de presse pour annoncer les joueurs convoqués, le sélectionneur du Bénin a effectué ce dimanche une sortie via une vidéo dans laquelle il s'est exprimé sur sa liste et sur comment
Il entrevoit aborder les 2 prochaines sorties des Guépards du Bénin, comptant bien entendu pour les éliminatoires du rendez-vous marocain de 2025. À suivre plus tôt. Dans notre liste de 25 joueurs pour les 2 matchs décisifs contre le Nigeria et la Libye, nous avons le retour de 2 joueurs que nous avons suivis et qui ont très bien évolué ces derniers temps. C'est Sergio Bassa dans la liste des 3 gardiens de but avec Alakpe et Tanginou. Et puis nous avons le retour également de Lenny Piringel qui, avec son nouveau club, Kevin Rouen, commence à trouver ses marques. Sa vivacité nous intéresse beaucoup, surtout contre une équipe du Nigeria qui pourrait avoir des petits soucis en défense, on espère. Et nous avons malheureusement la blessure de Cédric Kountanji qui va nous manquer, c'est certain, mais nous avons avec Olivier Verdon et Momo Tidjani 2 joueurs dans l'axe qui sont aussi à la hauteur. On ne pourra pas jouer à 3 dans l'axe, malheureusement, en l'absence de Kountanji. Mais nous avons la possibilité, avec l'arrivée de Adigo de Leipzig, qui est reconverti en latéral, de faire jouer quelqu'un en cas de souci de blessure sur le côté, puisqu'il peut jouer des 2 côtés, et faire rentrer par exemple Roche ou un autre Fassinou ou Tamimou dans l'axe. En cas de victoire contre le Nigeria, que le Rwanda perde à ce moment-là, ça serait déjà joué. Mais je n'y crois pas. Je crois que le Rwanda va être difficile à battre à domicile, on l'a vu. Ils ont souvent aussi le soutien de leur public. Dans notre groupe, les 3 pays qui sont avec nous ont tous la chance de pouvoir jouer au pays et pas comme nous de devoir aller sur terrain neutre, alors que jusqu'à maintenant, ça nous a porté chance de jouer à Abidjan et on va vouloir continuer. Mais je pense que ça va se jouer dans le dernier match en Libye à Tripoli. On sera prêt pour ça et on fera tout évidemment, surtout avec notre état d'esprit, avec des joueurs qui ont retrouvé un peu le rythme dans le club, d'être à la prochaine CAN 2025 au Maroc. Tanguy Ganatra qui dit on fera tout pour être du rendez-vous marocain, bien entendu en 2025. Avec sa liste, est-ce que le sélectionneur des Guépards vous convainc? Je crois qu'il n'a pas mieux sous la main. Il a fait l'effort pour cette fois-ci quand même d'aller chercher quelques nouvelles têtes. On espère justement que ces têtes vont apporter quelque chose à l'effectif, sinon on le connaît conservateur. Je ne sais pas si son problème avec Soukou est résolu. Du tout pas. Donc ça continue pas pour le moment, donc ça continue. Alors qu'il faut bien à cette occasion-là appeler toutes les forces possibles pour justement faire face, notamment à l'ogre nigérien. Et puisque nous serons en déplacement du côté de la Libye, voir un peu quelles sont les mobilisations qu'il faut faire pour justement arriver à bout des Libyens. Faut-il dire qu'ils ne sont pas faciles aussi à jouer. On se rappelle très bien qu'ils sont allés faire un match nul au Rwanda. Oui. Et donc ça va être très compliqué pour nous, en tout cas au niveau de Tripoli ou je ne sais où. Ou bien entendu au stade Félix Houphouët-Boigny contre les Super Eagles du Nigeria. De toute façon, les rencontres sont prévues dans la semaine. On reviendra dessus, bien entendu, très prochainement. On va parler maintenant des dames. Et on commence par les Amazones U17 qui entrent en regroupement ce lundi dans le cadre d'un premier stage de préparation de la prochaine campagne des éliminatoires du mondial féminin des moins de 17 ans. Comptant pour l'année 2025 pour cette mise au vert qui va durer une semaine du 11 au 18 novembre 2024. Une liste de 30 joueuses présélectionnées par la technicienne béninoise Ida Azonsou a été rendue publique ce samedi via la page Facebook de la Fédération béninoise de football. Et selon le communiqué de la fédération, ces 30 joueuses présélectionnées pour ce stage préparatoire des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 sont invitées à se présenter à Porto Novo ce lundi 11 novembre à partir de 11h30 au plus tard, bien entendu. Et en s'y rendant, elles doivent se munir de leurs différents équipements d'entraînement et quelques pièces, bien entendu, pour le début de ce stage, de ce tout premier stage des Amazones U17, comptant bien entendu pour les éliminatoires du mondial féminin des moins de 17 ans qui va se tenir bien entendu en 2025. On va continuer pour parler des dames, mais cette fois-ci précisément au Maroc où se tient la 4e édition de la Ligue
des champions féminines de la CAF. La première journée de la phase des groupes a pris fin hier donc dans les différents groupes. Les championnes en titre tombent d'entrée. Oui, c'est l'information principale qu'on garde sinon de cette première journée de la phase des groupes de cette 4e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF depuis samedi dernier. On va d'abord commencer par A, bien entendu, où le club féminin du tout-puissant Mazembe signe un retour triomphal à la phase finale avec une victoire 2-0 devant l'équipe de l'University of Western Cape de l'Afrique du Sud. De son côté, l'ASFA du Maroc, vainqueur de la première édition de la compétition en 2022 à domicile, a confirmé son entrée avec une victoire 3-0 devant l'équipe des Aigles, bien entendu, de la Médina du Sénégal qui signe le toute première participation dans la compétition. À l'issue de cette première journée dans le groupe A, le club marocain est en tête avec 3 points et un goal différentiel de plus 3, suivi du tout-puissant Mazembe avec 3 points également au compteur et un goal différentiel de plus 2. En 3e position vient l'University of Western Cape avec 0 points au compteur, bien entendu, un goal différentiel de moins 2, puis l'Aigle de Médina est 4e du groupe avec 0 points au compteur et un goal différentiel de moins 3. Dans le groupe D, c'était bien entendu de la forte sensation. L'équipe des Mamelodi Sundowns, championne en titre, s'est inclinée sur la plus petite des marques 1-0 face à l'équipe du FC Massa d'Égypte, le club égyptien qui faisait là son baptême du feu dans une phase finale de la Ligue des champions féminines de la CAF. Et puis Odo Queens du Nigeria s'est offert une large victoire 3-0 devant l'équipe du Central Bank of Ethiopia, bien entendu de l'Éthiopie, à l'issue de la 3e journée de ce groupe. À l'issue, bien entendu, de cette première journée dans ce groupe, Odo Queens est en tête avec 3 points au compteur et un goal différentiel de plus 3, suivi du FC Massa d'Égypte avec 3 points également au compteur et un goal différentiel de plus 1. En 3e position, l'équipe championne en titre, Mamelodi Sundowns, est 3e bien entendu avec 0 points au compteur et un goal différentiel de moins 1. Et l'équipe de CEB est bon dernier avec 0 points au compteur et un goal différentiel de moins 3 bien entendu. Un début difficile donc pour l'équipe des Mamelodi Sundowns qui est tenant bien entendu du titre de la 3e édition de la compétition. De toute façon, la course sera rude. La compétition est donc lancée. La course à l'association de l'équipe de Mamelodi Sundowns est donc lancée de la plus belle des manières. On va parler maintenant, toujours football, mais plutôt spécifiquement de celui des personnes amputées. La toute première édition de la Coupe du Monde féminine des personnes amputées a connu son épilogue cette nuit. Bien entendu, l'équipe de la Colombie, pays hôte de cette compétition, sort vainqueur de cette toute première édition de la Coupe du Monde féminine de personnes amputées, notamment avec une finale âprement disputée 1-1 à l'arrivée, bien entendu, à l'arrivée au coup de sifflet final. Sinon, à l'issue du temps réglementaire entre la Colombie et les États-Unis, puis tout s'est joué à la fatidique séance des tirs au but, où l'équipe de la Colombie s'impose avec 2 tirs réussis contre 1 pour l'équipe des États-Unis d'Amérique. Bien avant cette finale, la rencontre de la 7e place a vu l'équipe de l'Équateur s'imposer par un score de 2-0 devant le Pérou et s'offre ainsi la 7e place de la compétition. Pour ce qui est de la 5e place de la compétition, l'équipe de l'Angleterre s'offre cette place devant l'équipe de l'Ukraine avec à la clé une victoire 2-0, 1-0 pour la victoire de la Pologne devant l'équipe du Kenya. Pour ce qui est de la 3e place dans la compétition, l'équipe du Kenya, seul représentant encore en lice jusqu'à cette étape de la compétition sur les 3 engagés, termine donc 4e de cette toute première édition de la Coupe du Monde féminine de personnes amputées. On change de discipline. Ouais. On va parler de la balle au panier, justement, et parler précisément des éliminatoires de la zone 3 de l'édition 2024 de la Women's Basketball Africa League. Énergie BBC, la représentante du Bénin, qui se contente de la 4e place. Oui, qualifiée avec brio pour les demi-finales de cette échéance qualificative pour la phase finale de la Women's Basketball Africa League Dakar 2024. Les électriciennes ont pu s'offrir le billet, bien entendu, pour la finale de la compétition et aussi le pass pour le rendez-vous de Dakar 2024 au Sénégal, bien entendu. En demi-finale de ce tournoi, elles ont été battues par les championnes en titre
de la Côte d'Ivoire, notamment l'équipe de la FBA par un score de 77-29. Une défaite qui va les obliger à aller disputer le match de la 3e place afin de se consoler peut-être avec la médaille de bronze. Mais malheureusement pour les électriciennes, elles n'ont pu faire grande chose pour la rencontre de la 3e place du tournoi. Les joueuses de la SB2E se sont inclinées devant leurs homologues de Custom du Nigeria au bout d'un score de 43-61. Ainsi donc, elles sont contraintes de se contenter de la 4e place du tournoi. Je vous propose donc ici un extrait de quelques joueuses à l'issue de la rencontre de la 3e place disputée. On a fait beaucoup d'erreurs. Il faut dire que le jeu en équipe n'a pas beaucoup marché aujourd'hui, comme cela a été le cas contre Soa. Aujourd'hui, il y a la fatigue qui a aussi un peu joué. Mais au-delà de ça, je pense que c'était la malcompréhension. On ne s'entendait pas sur un seul point. À chaque fois qu'on essayait, on a fait beaucoup de mauvaises passes aussi, il faut dire. Donc tout ça là n'était pas forcément la faute des coachs, mais était également nos fautes parce qu'on n'a pas su à des moments donnés faire les bons choix sur le terrain. Je pense que c'est ce qui a le plus manqué dans l'équipe. Je pense que ça n'a pas marché en attaque. En défense, c'était pas si mal que ça. Mais en attaque, ça ne marchait pas. La dernière fois, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu. Et on n'arrivait pas à se motiver non plus, parce que parmi nous, il y en a qui n'étaient pas motivés pour différentes raisons. Mais on n'arrivait pas à les ramener de dessus. Voilà donc Énergie BBC qui ressort de cette compétition à Monrovia au Libéria avec un bilan de 5 matchs disputés pour seulement 2 victoires et 3 défaites en 5 sorties. À l'heure du bilan, que retient-on de la participation d'Énergie BBC à cette compétition qualificative pour le rendez-vous de décembre 2024 à Dakar au Sénégal, notamment à la Women's Basketball Africa League? Je vous propose ici un extrait de la capitaine de l'équipe suivi de celui de l'entraîneur de l'équipe Oswald Keda. Notre participation n'est pas médiocre. On aurait pu faire mieux, mais c'est pas médiocre. Nous avons rencontré quand même des équipes qui sont fortes techniquement, qui ont le collectif, qui ont tout ce qu'il faut. Nous-mêmes, on n'est pas nuls, ça c'est sûr. Mais je trouve quand même qu'on s'est surpassé. On est allé où les gens ne s'attendaient pas à nous voir. Et ce qu'on peut... Je pense qu'il faut juste tirer le bon côté, apprendre plus d'expérience pour les tournois à venir. Honnêtement, je suis déçu. Et je pense que prochainement, on va essayer de mieux faire selon d'abord le recrutement et selon les locales également, selon le recrutement à l'international ainsi qu'à la nationale. Voilà donc fin de compétition pour Énergie BBC qui finira donc par à Dakar au Sénégal en décembre 2024 pour la phase finale de l'édition 2024 de la Women's Basketball Africa League. On revient quand même de cette compétition avec de l'expérience capitalisée. Ah oui, comme d'habitude, toujours de l'expérience. Ouais. On va finir certainement avec une note de handball. Ouais, allons-y. On y va rapidement avec ce match amical livré par notamment le Bénin face au Togo, justement, dans le cadre d'un préparatif. Oui, dans le cadre des préparatifs de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior, bien entendu, qui va se dérouler au Rwanda en 2026. Le Bénin n'a pas attendu les toutes dernières semaines de la préparation, bien entendu, de la compétition pour entamer la préparation de son équipe nationale. La Fédération béninoise de handball a négocié, sinon a fait une double confrontation aux guépards locaux, bien entendu, sinon aux guépards handballeurs pour ce qui est de la préparation de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de senior, bien entendu, Rwanda 2026. D'abord, dans le tout premier match, le Bénin s'est imposé par un score de 30-23 devant l'équipe du Togo, bien entendu. Une victoire qui a permis donc au Bénin de capitaliser de la confiance et de s'imposer à nouveau, bien entendu, dans le deuxième match qui s'est déroulé hier dimanche, notamment sur les installations du rôle des Aloisiers Sports de Cotonou. Une victoire 31-27 devant l'équipe du Togo. Donc, sur l'ensemble de la double confrontation, le Bénin
s'en sort avec 2 victoires, bien entendu, en 2 sorties. Bien entendu, pour ce qui est de ces préparatifs, les Guépards du Bénin qui sont donc sur une très belle lancée. Mais quand on se mesure seulement aux équipes de la sous-région, on n'a forcément pas idée de ce que les autres représentent. Représentent les autres. En tout cas, on va souhaiter bonne chance aux Guépards qui ont entamé de la plus belle des manières leurs préparatifs pour le rendez-vous de Rwanda 2026. On va espérer bien entendu que la fédération leur offre plein d'autres stages, plein d'autres mises au vert pour quand même le rendez-vous de Rwanda 2026. Ça sera tout pour l'espoir de ce matin. Merci beaucoup à vous, Candide Ronreiter, pour la présentation de la page des sports sur Actu Matin ce matin. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée. On aura un rendez-vous certainement le soir à partir de 21h. Ce sera le grand format donc de l'actualité des sports sur Canal 3 à Bénin. Bonne journée encore une fois. Merci et bonne journée à vous aussi. Merci. À demain. Mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant à nos invités puisqu'on en aura 2, notamment au téléphone ce matin en direct. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Voici la page invitée. Mercredi dernier, les États-Unis procédaient à l'élection du prochain président et sans grande surprise, c'est Donald Trump qui a été réélu, faut-il dire, à la Maison-Blanche puisqu'il avait dirigé justement le pays il y a 4 ans maintenant. Donc pour les 4 prochaines années, ce sera lui à nouveau aux commandes donc des États-Unis. Pour en parler, j'ai au téléphone ce matin Vadislas Freud Guédou, lui il est béninois vivant au Canada. Monsieur Guédou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir gardé la ligne pendant longtemps pour discuter avec nous ce matin. Je rappelle qu'il est bien tard actuellement au Canada. Il doit sonner autour de 2 heures du matin. Merci surtout de vous rendre disponible. Et avec nous aussi pour discuter, l'autre au téléphone, Achille Baguidi. Lui par contre résident en France. Monsieur Baguidi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir attendu au téléphone pour discuter avec nous ce matin de cette élection-là donc aux États-Unis. Ça va être essentiellement vos sentiments, vos impressions, vos analyses par rapport justement à cette élection aux États-Unis. Je vais adresser ma première question à monsieur Freud Guédou qui est au Canada. Vous avez certainement suivi cette élection-là en direct. Oui. Quelle a été, je dois dire, l'ambiance autour de vous, la perception que les Canadiens ont pu avoir de cette élection-là autour de vous? Alors, il faut vous dire quand même que les Canadiens étaient en tout cas très enthousiasmés, très excités, surexcités même au sujet de cette élection parce que ça les préoccupe, d'autant plus que le Canada est un pays voisin des États-Unis et a beaucoup, on va dire, beaucoup de transactions donc, qui se font entre ces 2 pays. Et dans l'opinion, tout à l'heure, vous disiez que sans grande surprise qu'il était réélu, mais en tout cas, je dirais que c'était vraiment une grande surprise ici au Canada parce que, oui, bien sûr, parce que les gens étaient tellement sûr que Kamala Harris passait, d'autant plus que les sondages les donnaient, en tout cas, donnaient Kamala Harris qui passait. Mais la fin, voilà, on l'a vu, Donald Trump est passé. Il faut dire que la plupart des gens, en tout cas autour de moi, n'ont pas une très bonne perception de Donald Trump, notamment en ce qui concerne des propos souvent jugés inappropriés qu'il tient. On se rappelle tout ce qu'il a dit en ce qui concerne les Haïtiens qui auraient mangé des chiens et des chats à Springfield, ou encore quand il suggère de tirer sur, en tout cas, quand il suggère de mettre l'Isséné devant un peloton d'exécution, ou encore l'annulation de la garantie fédérale sur le droit à l'avortement, qui vient du fait qu'il a nommé 3 juges quand même conservateurs à la Cour suprême. Donc autant de sujets, ou bien même encore l'augmentation des droits de douane sur les produits qui devraient entrer aux États-Unis, qui quittent le Canada. Donc autant de sujets qui font qu'il
c'est un personnage en tout cas pas très bien vu au Canada. J'imagine donc que c'est une grosse déception à la limite. Une grosse déception ici et je dirais même une grosse déception pour surtout les médias aussi, hein, parce que ça se voyait bien que les médias ici priaient pour l'élection de Kamala Harris, donc ce qui ne s'est pas produit malheureusement. Alors on a quand même une forte communauté noire au Canada, vous en êtes un élément. Est-ce que c'est le même sentiment au sein de la communauté noire aussi? Oui, quand même. Je dirais, autour de moi, je dirais que c'est peut-être 50-50. En tout cas, moi, personnellement, je dirais que je voudrais bien que Donald Trump passe, ce qui s'est passé, justement, ce qui s'est produit, parce que c'est vrai, on peut juger l'homme sur des propos parfois exagérés qu'il tient, mais la perception que moi j'ai de lui et que même les Américains nous laissent entendre aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui est fiable, sur qui on peut compter et qui a fait quand même beaucoup de promesses aussi. Et sur lesquels il a convaincu les Américains, notamment par exemple quand il dit qu'il va lutter contre le gaspillage des ressources de l'État dans le gouvernement fédéral, quand il parle de défiscalisation des pourboires et des heures supplémentaires, ou encore quand il promet aux Américains de leur rendre leur pouvoir d'achat, donc de réduire l'augmentation du coût de la vie. Je crois que c'est vraiment des sujets qui parlent aux Américains et plus encore, on pourrait même aller jusqu'au conflit qui se passe notamment entre la Russie et l'Ukraine ou encore Israël et puis la Palestine aujourd'hui. C'est quelqu'un quand même qui est plus crédible et qui a, en tout cas, qui a pu montrer qu'il peut donner, en tout cas qu'il peut résoudre ces problèmes, alors même que l'administration Biden, qui est au soir de son mandat, n'a pas pu, en tout cas n'a plus de preuves à donner aujourd'hui. Ça a beaucoup piétiné, en effet. Alors je vais donner la parole à M. Achille Gbagidi. Ce sera à peu près pour la même question, hein. Vous aviez suivi de près certainement cette élection du côté de la France. Quel a été, je dois dire, le sentiment autour de vous au niveau donc du pays des droits de l'homme? Alors, au niveau du pays des droits de l'homme, il faut dire que nous avons été aussi très intéressés par les élections aux États-Unis. Il y avait surtout une certaine crainte quant à l'élection du président Donald Trump. Autour de moi, on avait un peu peur que ceci ait des répercussions en France également, vu la montée des idées extrémistes, que ce soit de la gauche ou de la droite. On se dit, si le modèle américain que nous prenons un peu comme exemple, si aujourd'hui ils arrivent à réélire le président Donald Trump, ça veut dire que ça pourrait se passer chez nous, ça pourrait donner des idées à d'autres. Et c'était un peu la crainte. Donc la communauté... Oui. Oui. Allez-y. Également, au niveau des médias, on pensait que ce serait Kamala Harris qui allait passer, ce qui n'a pas été le cas, et finalement elle a été largement battue, donc on se pose également des questions sur ce que nous pouvons lire de part et d'autre, ou ce que nous pouvons aussi entendre de part et d'autre. C'est quand même curieux, la déception aussi chez vous. Oui. Ça a été une déception par rapport à ceux qui sont autour de moi. Même si lorsque je pose des questions aux Américains, même à la communauté noire aux États-Unis, eux, ils étaient persuadés que ce sera le président Donald Trump qui sera élu. Donc c'est quand même curieux. Quelle est la posture des Français de souche par rapport justement à cette élection et à son issue? Alors aujourd'hui, nous avons une certaine division au niveau de la perception des choses en France. Vous avez des conservateurs qui voudraient que ce soit Donald Trump qui passe, et vous avez d'autres qui sont beaucoup plus tirés vers la gauche qui ne voudraient pas que ce soit le président Donald Trump. Vous avez les écologistes aussi qui avaient peur de la dénonciation de l'accord de Paris et tout ce qui s'ensuit, notamment
l'utilisation des énergies renouvelables et tout, qui peut prendre un frein aujourd'hui avec l'élection du président Donald Trump. Nous savons tous que c'est un climato-sceptique, donc c'est d'autant de choses qui font que par ici, il y avait une certaine peur. D'accord. Alors, on s'imagine que les Béninois en France, ou les Noirs de façon générale en France, n'ont véritablement pas opté, en tout cas pour l'élection de Trump. C'est fait maintenant. Il y a certainement une sorte d'appréhension, mais par rapport à quoi? Pourquoi est-ce que les Noirs sont un peu réservés? Ma question est à Achille Bagdi. Oui, non, je parlais tout à l'heure par rapport surtout à la communauté blanche, par rapport aux Noirs, il n'y a pas plus d'appréhension que ça, on ne se sent pas plus concerné que ça par l'élection du président Donald Trump. En Afrique, il n'y a pas plus de répercussions, on espère que ça va permettre de résoudre un tant soit peu le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et comme ça peut peut-être avoir des répercussions en Afrique. Autrement, non, on ne se sent pas plus concerné que ça. Je parlais surtout par rapport à la communauté blanche. Alors, depuis l'Afrique, les jeunes ont eu beaucoup d'attention pour cette élection à cause des thématiques abordées. Et Freud Guédou l'a souligné tout à l'heure. Il y avait quand même beaucoup de thématiques en débat lors de ces élections-là. Je dois dire que c'est un paradoxe que des Africains puissent opter en tout cas pour l'élection de Donald Trump. Non, monsieur Freud Guédou, quand on sait que, pardon, il a quand même une position assez tranchée sur la question de l'immigration qui n'arrange pas beaucoup les Noirs et surtout les autres communautés qui doivent immigrer vers les États-Unis. Bien sûr, bien sûr. Et vous avez raison de parler de paradoxe, et je dirais même que cette élection est l'élection de tous les paradoxes. Vous imaginez que le Michigan, qui est quand même un des États pivots, et où il y a une des plus fortes communautés d'Américains d'origine arabe aux États-Unis, a largement voté. A largement voté pour Donald Trump, et la plupart des Arabes, en tout cas des Américains arabes dans cet État, ont voté pour Donald Trump. Et pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs que Donald Trump pourra intervenir dans l'affaire dans le conflit israélo-palestinien. Et donc, pour des gens d'origine africaine comme moi qui soutiennent un retour de Donald Trump au pouvoir, moi, en tout cas, je pense qu'il y a bien des raisons. Et personnellement, la raison principale qui fait que je voudrais vraiment qu'il arrive au pouvoir, c'est surtout aussi pour la question des conflits à l'international. Pourquoi? Parce que même pendant son premier mandat, il a montré que c'était quand même, on ne pouvait pas le dire, le soupçonner, mais c'est quand même un homme de paix. Il a arrêté beaucoup de conflits, quand même. À part peut-être la guerre qu'il a faite à l'État islamique, il a pu arrêter beaucoup de conflits. Et il donne aujourd'hui l'image de quelqu'un qui sait parler aux autres. Ceux que l'Occident engriffe, enfin, c'est même pas engriffe, mais ceux que l'Occident juge de dictateurs. Je veux parler de Poutine et du dirigeant nord-coréen, par exemple. Aujourd'hui, Donald Trump peut parler avec ces gens-là, il peut dealer, il peut négocier avec ces gens-là sur beaucoup de problèmes. Alors, donc, parfois, il peut se montrer quand même, désobligeant et même détestable sur sa façon de parler, mais il faut reconnaître que parfois, quand on est dans une campagne politique, le ton peut monter, et puis on dit des choses aussi pour ameuter les foules, enthousiasmer les partisans, et aussi justement pour rallier un certain nombre de votes à droite, et même pourquoi pas à l'extrême droite. Mais ça, c'est la campagne. Après la campagne, il y a vraiment dans la pratique ce qu'il peut faire, et moi je suis sûr que tout ce qu'il dit, par exemple, il dit qu'il va expulser plus de 20 millions d'illégaux des États-Unis. C'est impossible. C'est impossible titanesque, en tout cas. C'est ça. Il a beau avoir tous les pouvoirs aujourd'hui parce qu'il a non seulement il a remporté le vote populaire, mais aussi il contrôle le Congrès. Aujourd'hui, la Cour suprême. Mais les États, sur beaucoup d'autres questions, les États ont un regard, c'est eux qui jugent de comment ils procèdent, notamment par exemple sur la question de l'avortement. Vous voyez, et même sur l'immigration,
il peut pas expulser tout. Moi, en tout cas, je veux bien. Vous êtes très sceptique, vous n'y croyez pas trop Non, sur cette question, je n'y crois pas du tout, il n'y arrivera pas. Mais on est resté aussi dubitatif au sujet de sa promesse quand il était en campagne en 2017 notamment. Il avait promis en tout cas la construction d'un long et grand mur qui va séparer les États-Unis, protéger justement. On n'y avait pas cru, mais il avait quand même lancé le chantier. C'est ça, il a lancé le chantier, il y a même eu des camps de rétention, mais cette fois-ci, le fait est que vous ne pouvez pas identifier 20 millions d'immigrants illégaux aux États-Unis. Comment vous les identifiez? Comment vous les cherchez? Comment vous les expulsez? C'est monstre, ça. Et ça, c'est un. Deuxième chose, le premier discours qu'il a tenu le soir de sa réélection, jeudi le 6 novembre dernier, dans ce discours, mais on voit un Donald Trump qui revient un peu sur en tout cas, sur sa dureté. Il dit, oui, on veut de l'immigration, mais on veut de l'immigration légale. Par exemple, ça, Donald Trump n'a jamais tenu ce propos-là jusqu'à il y a quelques jours, quand il a été réélu, pour dire que l'homme, vous voyez, on voit que là, on sort de la campagne, et là, maintenant qu'il est installé dans la fonction, bon, c'est vrai, il n'a pas encore prêté serment, mais le discours change déjà, le ton change. Absolument. Parce que le vrai problème, c'est que les États-Unis, et je ne vois même pas quel est ce pays occidental qui puisse se passer aujourd'hui de l'immigration. C'est presque impossible. Sinon, même, c'est impossible. Voilà. Alors, c'est pas du tout réaliste ce qu'il dit sur l'immigration. D'accord. On va donner la parole à M. Achille Baguidi pour rapidement se prononcer sur l'échec de la candidate des démocrates. On sait que le monde est orienté et axé démocratie. Vous êtes en France où on parle de démocratie et de pays des droits de l'homme. Comment est-ce que vous comprenez qu'une femme en plus, démocrate, cerise sur le gâteau, puisse échouer à une telle élection face à des propos et à ce profil d'homme à une élection dans un pays présenté comme, en tout cas, la référence mondiale en matière de démocratie? C'est vrai que ça a été un échec un peu surpris de ce côté par la France. On a été un peu surpris. Par contre, on voit bien qu'aujourd'hui, les Américains ont voté surtout pour quelqu'un qui protège beaucoup plus le peuple américain, qui a promis, au-delà d'un certain nombre de choses, qui a promis de régler le problème de l'inflation aux États-Unis, qui a promis redonner du pouvoir d'achat à l'Américain, qui a promis faire un certain nombre de choses donc, avec un programme assez détaillé, qui va au-delà des questions du genre ou d'autres questions liées à la personne de Donald Trump. Donc aujourd'hui, pour moi, ils ont surtout voté pour le programme d'un candidat, au-delà de la personne, au-delà de ce que la personne peut faire, mais ils ont voté surtout pour le programme. Et ça, c'est une belle leçon de démocratie partout et surtout en France d'ailleurs. Fred Guédou, la même question. Comment vous comprenez l'échec d'une démocrate? Oui, je rejoins bien ce que M. Bagdi vient de dire. En fait, l'erreur fatale, je dirais, pour Mme Harris, c'est de faire campagne sur la personne de Donald Trump, c'est d'avoir fait campagne sur le féminisme, enfin, sur des questions trop axées sur le féminisme, sur... voilà, l'homme, alors que lui, Donald Trump, chaque fois quand il parle, il promet aux Américains qu'il leur redonnera le pouvoir d'achat, qu'il va améliorer leurs conditions de vie. Et il disait effectivement à ce peuple américain ce qu'il avait envie d'entendre, c'est le America First, c'est ça, je veux vous protéger, c'est ce que M. Bagdi vient de dire, et c'est exactement cela. Et comme M. Bagdi, je crois que c'est une très belle leçon, effectivement. C'est le peuple américain veut qu'on parle de lui. C'est-à-dire que parlez-nous de nous, on veut, on a des problèmes et parlez-nous de nous. On ne pense qu'à nous, c'est ça. C'est une question de souveraineté en fait. C'est-à-dire que le peuple a démontré qu'il est souverain et a confiance en ce président et sait que ce président peut en tout cas
protéger ses droits et lui redonner le sourire tout simplement. Parce Alors, que, effectivement, le coût de la vie a vraiment augmenté aux États-Unis, ça il faut le dire. On s'imagine bien. Alors, dernier axe de nos échanges, qu'est-ce que l'Afrique a à s'intéresser justement à cette élection, surtout que l'homme qui a été réélu ne s'intéresse pas outre mesure à ce continent bien loin de chez lui. Je vais adresser la question à monsieur Baguidi. Qu'est-ce que l'Afrique a, les Africains ont, les jeunes Africains ont à s'intéresser justement à cette élection-là? Qu'est-ce qu'ils pourront être tirés, je dois dire, pour les 4 prochaines années, à votre avis? Alors, aujourd'hui, il faut dire que les jeunes Africains veulent des dirigeants qui nous traitent de la même manière qu'ils traitent les autres dirigeants occidentaux, oui. Donc des personnes qui veulent avoir des échanges pas du tout condescendants avec nous. Donc, Donald Trump, aujourd'hui, je pense qu'il apparaît comme ce genre de personne. Oui. Le jour où il voudra intervenir en Afrique, je pense que ce sera d'égal à égal, et c'est ce que veulent les Africains, c'est ce que veulent les pays de l'AE aujourd'hui, notamment, et ça pourrait également, comme je le disais, permettre de réduire la guerre au niveau de l'Ukraine et de la Russie, et ceci aura un impact forcément au niveau des pays africains, surtout au niveau des pays de l'AES, où aujourd'hui on sait qu'ils sont confrontés à des problématiques de tyrannie, oui. Et ils ne sont pas forcément aidés non plus par les ennemis de la Russie. Donc, oui, indirectement, ça pourrait avoir cet impact positif pour les Africains et surtout pour les pays de l'AES. Est-ce que vous y croyez quand on sait que par le passé, alors qu'il était même président, il parlait de ces pays de mer en référence justement aux pays africains? Oui, c'est quelqu'un qui, comme M. Guédou le disait un peu plus tôt, c'est quelqu'un qui a des paroles fortes. C'est quelqu'un qui a des paroles fortes, mais je pense qu'au-delà de ça, au niveau des actions, il est pragmatique surtout, et c'est ce dont nous avons besoin. C'est pas quelqu'un qui nous caresse dans le sens du poil qu'on a besoin, mais quelqu'un qui est pragmatique et qui peut réellement nous apporter un soutien réel sur le terrain. Et si il devrait le faire, je pense que c'est quelqu'un qui mettra l'acte à la parole. Monsieur Guédou? Monsieur le journaliste, oui. Oui, monsieur Guédou, la même question. Hein? Est-ce qu'on a grand-chose à gagner à avoir justement une élection américaine avec cette issue-là pour les 4 prochaines années? Oui, en tout cas, a priori, on peut se dire tout de suite qu'on n'a pas grand-chose à y gagner parce que de toute façon, aucun des candidats n'a réellement parlé de l'Afrique ou cité l'Afrique pendant la campagne. Ce n'était pas la question de l'urne en tout cas. Cependant, quand on remonte un peu à la première administration Trump, il y a quand même eu certains programmes qui ont été mis en place. Il y a un programme, je crois, Prosper Africa, quelque chose comme ça, oui. Et qui a été mis en place pour permettre, en 2019, sous son administration, justement, pour permettre aux pays africains d'avoir, en tout cas, de nouer des relations commerciales avec les États-Unis, de pouvoir exporter des produits aux États-Unis sans être taxés. Hein. Et je pense que ce qu'on peut espérer, c'est que c'est un monsieur qui respecte en tout cas les autres. Et l'autre chose aussi que je voudrais souligner, c'est que si un jour, en tout cas, l'administration Trump devrait valoriser l'Afrique, ça va être surtout, moi je pense, dans le cadre d'une certaine lutte entre les États-Unis et la Chine pour le contrôle du marché africain. Alors donc cela pourrait peut-être amener l'administration Trump à donner plus, en tout cas à accorder plus d'importance à l'Afrique et à traiter peut-être à ce moment-là les Africains d'égal à égal, on espère. Sinon, à part ça, on n'a pas grand-chose à y tirer. Il n'y a pas grand-chose en tout cas. Alors, une dernière question pour vous deux, ça va être en 30 secondes pour chacun. On a toujours cité les États-Unis et son modèle démocratique comme étant le modèle le plus parfait, enfin presque parfait
dans le monde. Quand on a suivi un peu tout ce qui s'est passé, depuis d'ailleurs l'échec de Donald Trump avant son comeback la semaine écoulée, quand on voit un peu la trajectoire aujourd'hui, la démocratie américaine, ça vous inspire toujours, Monsieur Guédou? Oui, ça m'inspire toujours parce que cette élection, c'est vrai, l'incident du 6 janvier 2021, l'attaque du Capitole, je veux dire, était quand même un faux pas, une tache d'huile, on va dire, dans cette démocratie américaine, cette grande démocratie. Mais cette élection-ci nous prouve qu'on a un système électoral très fort qui promet quand même, en tout cas lui-même Donald Trump s'en convainc aujourd'hui, il a gagné largement et même s'il était prêt à contester après. Même s'il était prêt à contester comme il l'annonçait pendant la campagne. C'est ça, il était vraiment prêt à contester, mais oui, mais on peut quand même, pour l'Afrique, c'est quand même une très grande leçon à tirer pour nos dirigeants surtout. C'est ça. Pour qu'ils arrêtent surtout d'en imposer à la population, au peuple, d'infantiliser le peuple. Ici, le peuple a des visions, a une vision claire et a estimé que Donald Trump est plus, en tout cas, est celui qui pourrait conduire le pays à sa destinée. Et je pense que nos dirigeants en Afrique doivent s'inspirer, n'est-ce pas, de cette leçon-là pour dire que oui, le peuple est mûr, et ça a commencé d'ailleurs en Afrique, je crois, je veux citer le cas du Sénégal, où, en tout cas, les dernières élections, je veux dire, où le peuple, en tout cas, a pris ses responsabilités. C'est ça. Et quand le peuple prend ses responsabilités, voilà, il n'y a plus rien qui l'arrête. Et aujourd'hui, nos dirigeants doivent comprendre cela en Afrique et garantir cela. Le peuple est souverain, tout simplement. Le peuple est souverain. Merci beaucoup à vous, M. Guédou. La parole maintenant à M. Ouaguidi. La démocratie américaine, c'est toujours le bon modèle, selon vous? Alors, toujours le bon modèle. Oui, il y a du positif à en tirer. Il faut dire qu'on a assisté à de l'alternance au pouvoir durant ces dernières élections. Donc, un coup, c'est les républicains, un coup, c'est les démocrates. Et on sait très bien que c'est le peuple qui s'est exprimé. Le peuple a été souverain là-dessus. Donc, oui, il y a du bon à prendre dans ce modèle de démocratie, forcément. Et il faudrait qu'on s'en inspire également au niveau africain, comme l'a dit M. Guédou. Une fois que le peuple s'exprime, plus besoin de recourir à d'autres moyens pour contester le choix du peuple. Merci beaucoup à vous, chers messieurs. Je rappelle que vous étiez donc Achille Baguidi, béninois résident en France, et puis Vadislas Freud Guédou, béninois vivant au Canada. Merci beaucoup à vous, chers messieurs, d'avoir échangé avec moi au téléphone au sujet de l'élection de Trump à la Maison-Blanche. C'était la semaine écoulée. Bonne journée à vous, monsieur Baguidi. Merci, bonne journée à vous. Et puis bonne nuit à monsieur Guédou. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous. Merci à vous les deux. Mesdames et messieurs, de retour ici à Cotonou. On va marquer une pause maintenant, le temps d'installer les débatteurs pour évoquer justement la question de la démocratie. Il y a quelques jours, l'ancien président nigérien évoquait justement ses doutes par rapport à l'efficacité de la démocratie aujourd'hui dans un contexte africain. Faut-il aujourd'hui remettre en cause les valeurs démocratiques? Comment est-ce qu'il faut trouver un autre moyen, en tout cas pour gouverner les peuples? Question qu'on va se poser tout à l'heure et autour desquelles on va échanger. Voici la pause. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.
analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas le président, nous sommes de procédure. Oui, nous devons avoir... Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction de la structure classique. Comment pouvoir se démarquer de ce que dans le parmi mondiaux, si nous parlons quand même, parlons sur la base aussi. Et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Nous avons voulu offrir. Et nous voici donc pour nos discussions ce matin. Ulrich Gaba, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour. On va échanger autour donc de la thématique liée à la démocratie. Je rappelais avant justement de vous introduire par ici que l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo était intervenu il y a quelques jours pour émettre des réserves quant à l'efficacité et la pertinence de la démocratie aujourd'hui en tant que système de gouvernance des peuples. Faut-il s'inquiéter? Faut-il se poser des questions? Quelle nouvelle voie peut-on explorer en matière de régime politique qui gouverne les peuples? Et nous comptons beaucoup pour notre compréhension. C'est capital. Échanger ce matin. Ce n'est pas la première voix qui commence à se demander si c'est vraiment pertinent de continuer à parler de démocratie. Ulrich Gaba, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, je dois dire, il faut s'inquiéter, il faut se poser des questions par rapport à la démocratie? Vous savez, la notion de démocratie est assez complexe. Il y a un célèbre penseur chinois qui posait, disons, une équation en disant: est-ce qu'on peut parler de démocratie sans développement? Et d'ailleurs, ça a été encore répété par le célèbre professeur de droit Baka Kanté, qui a encore précisé qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de démocratie sans parler de développement, ni de développement sans parler de démocratie. Les deux vont de pair. Et quand je reviens à ce Chinois qui insiste sur le fait que quand on parle de démocratie, l'objectif de la démocratie, c'est d'abord quoi? C'est le développement. C'est de permettre au peuple de se sentir à l'aise, d'être épanoui. Est-ce que la démocratie, telle qu'appliquée depuis que nous l'avons connue, depuis que nous avons commencé, les pays africains ont commencé par l'expérimenter, est-ce que cette démocratie a véritablement offert un terreau d'épanouissement vraiment consensuel? La question reste posée. Et si le président Obasanjo, qui a eu à diriger le Nigeria pendant plusieurs années, se remet aujourd'hui en cause... Dans la dictature et dans la démocratie aussi. Justement, c'est la raison pour laquelle je le précise. Vous avez dit plusieurs années, ça veut dire beaucoup de choses. Donc si le président Obasanjo vient à dire aujourd'hui qu'il faut se poser la question sur la démocratie telle qu'appliquée en l'État, dans nos États, dans les pays africains, est-ce qu'il ne faut pas la réinventer? Je pense que c'est une étude toute faite. Et il n'est pas seul d'ailleurs, vous l'avez dit, ils sont plusieurs actuellement à penser. Parce qu'il a dit quelque chose, sa phrase m'a vraiment retenu mon attention. Il dit: la démocratie libérale, ce sont les mots qu'il a utilisés, la démocratie libérale occidentale ne fonctionne pas
pour nous. Elle n'apporte pas les solutions escomptées, même pas à ceux qui en sont les promoteurs. Et il finit en disant, les Britanniques eux-mêmes en ressentent les limites. Ça veut dire déjà que la démocratie, telle que appliquée aujourd'hui, est-ce qu'elle prend en compte les valeurs fondamentales, historiques, sociales, culturelles, pour pouvoir s'adapter aux réalités des pays africains? La question est... c'est la question que je vous adresse justement. Oui, justement. S'il pose cette question, c'est parce qu'il sent qu'il est nécessaire aujourd'hui que les pays africains réinventent la démocratie, mais en l'adaptant aux réalités culturelles, sociales et historiques de notre pays. Observez un peu. Vous allez remarquer que dans la plupart des pays, dans la plupart des pays africains, beaucoup de dirigeants viennent, bien évidemment par alternance, par vote, mais vous allez remarquer qu'il y a cette nostalgie de la royauté qui reste, et le président veut systématiquement s'éterniser au pouvoir, et pour le faire, il faut manipuler, truander à la limite les tests de l'État, faire en sorte que les rendre, les distordre à la limite pour pouvoir donner le résultat adapté à soi-même. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des chefs d'État démocratiquement élus qui finalement commencent par ne plus être démocratiquement maintenus au pouvoir. Eric? Winston Churchill disait que la démocratie est un mauvais système, mais c'est le moins mauvais de tous les autres systèmes. Je pense que quand on ramène ce système sur notre continent, pour moi, le système en tant que démocratie n'est pas le problème. C'est plutôt les acteurs qui sont chargés de l'animer, qui sont chargés de mettre en œuvre ses vertus, ses valeurs et ses principes. Et vous êtes d'accord que nous trichons beaucoup avec ce système sur notre continent. Nous voulons des élections, oui, mais est-ce que nous les voulons libres et transparentes? Est-ce que nos acteurs politiques sont suffisamment courageux pour accepter la voix des urnes telle que le peuple, n'est-ce pas, le souhaite? Généralement, dans nos États, c'est non. On veut certes un système démocratique, mais en même temps, on veut tricher avec ce système. Et c'est ce qui nous amène à régler tout le temps des problèmes politiques. Si un Britannique estime qu'aujourd'hui, on évoque des limites de ce système dans leur pays, en tout cas, eux, ils ont atteint un niveau de développement que nous recherchons encore. Eux, ils ont atteint ce niveau avec ce système. Et donc, nous devons nous poser des questions. Il faut laisser le système démocratique tel qu'il est, tranquille, et interrogeons nous-mêmes en tant qu'acteurs, n'est-ce pas, qui sont comme des ouvriers de ce système à l'intérieur de chaque pays. Et c'est là que nous ne sommes pas sincères. Enfin, quand l'ancien président du Nigeria pose la question, je voudrais aussi que la question soit posée à nos chefs d'État, à nos acteurs politiques au niveau de chaque pays. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce système? Soit nous voulons de ce système ou nous ne le voulons pas. La plupart des cas, on dit oui, nous voulons de la démocratie, mais nous ne sommes pas en mesure de respecter, puisque c'est un système contraignant en termes de valeurs, en termes de principes. Vous avez vu les mots de Joe Biden après les élections. Nous acceptons le choix du peuple. Nous faisons avec. Ça s'impose à nous. On n'a pas autre, on peut pas faire autre chose que ça. Le peuple a choisi. C'est pas parce que on paie une élection que c'est mauvais le système démocratique. Non. Ça n'est pas ça. Donc, je pense que c'est la façon dont nous entretenons nos rapports avec ce système qu'il faut interroger. Tous nos mécanismes, le système judiciaire, législatif, exécutif, les médias, la question des droits de l'homme, c'est tout qu'il faut interroger. Moi, je pense que ce que nous avons fait jusque-là, c'est juste du saupoudrage, c'est le service minimum pour se donner un sentiment de ce que nous sommes en démocratie, mais en vrai, dans le fond, nous passons toujours à côté. C'est vrai que le discours, il est démocratique, mais dans les actions, dans les faits, nous faisons carrément autre chose. Chaque président vient inventer un système qui l'arrange. Regardez par exemple, quand on parle de la bonne gouvernance, c'est un principe de la démocratie. Mais vous voyez un président qui vient au pouvoir, qui estime que la gestion des finances, on en fait sa propriété privée. Et regardez, quand on organise des coups de force et que des citoyens arrivent à prendre d'assaut la maison du chef de l'État, regardez le bien qu'on y trouve. C'est à croire que la maison du chef de l'État devient en même temps la banque du pays.
tellement on y trouve de liquide, d'argent, je pose la question, mais c'est l'argent du pays on vient mettre là, ou comment ça se passe? Il y a tellement de questions qu'on doit se poser. Moi, je pense que ce sont les hommes qui animent ce système qu'il faut interroger, et pour moi, ils ne sont pas sérieux. Alors, s'il faut interroger justement les hommes qui animent ce système, on a quand même eu de bonnes notes, en tout cas dans certains pays, au sujet de la démocratie. N'oubliez pas, le Bénin, c'était comme laboratoire de la démocratie en Afrique. Si ce n'est pas en Afrique de l'Ouest précisément. On a vu quand même l'Afrique du Sud et sa démocratie depuis l'avènement au pouvoir du père, mettons, de la lutte contre l'apartheid. On a vu quand même qu'au Ghana aussi, après le passage de Jerry Rawlings, qui a une démocratie qui s'est réinstaurée. Mais depuis une trentaine d'années, on n'a pas l'impression que du point de vue développement, on a les résultats qu'il faut. Ou bien les populations sont-elles un peu plus pressées, ou véritablement on nous ment quand on nous dit que nous faisons effectivement de la démocratie, puisque vous parlez des acteurs qui ne sont pas conformes. Et mieux, vous verrez que dans tous ces exemples, on ne peut pas, comme on dit, observer, mais faire ce constat sans la qualité des hommes qui, à un moment donné, ont joué un rôle à la tête de ces pays. Or, ailleurs, c'est le système qui est bien en place. Ce sont les institutions, voyez-vous. Ces pays ont eu la chance d'avoir des hommes qui, à un moment donné, ont fait preuve d'intégrité et qui ont compris que ce que j'ai envie de laisser comme héritage à mon peuple, c'est pas forcément moi, mais c'est des exemples d'un pays démocratique. Afrique du Sud, peut-être que cela n'aurait pas été un exemple aujourd'hui si ce pays n'a pas connu Nelson Mandela, voyez-vous. Et ainsi de suite au niveau de chaque pays. Et ces pays, à comparer à bien d'autres pays sur le continent, qui font toujours le système démocratique en termes de développement un peu évolué. Oui, on parle de l'Afrique du Sud quand même, Tanguy. Voilà. Et on parle du Bénin aussi. Bon, démocratie aussi. Est-ce qu'on a avancé? Nous traînons un peu, en fait, chez nous. Nous traînons un peu. Au plan du développement, ça n'est pas le même résultat. Honnêtement, avouons-le. Regardez, encore, nous traînons encore des problèmes sur notre secteur éducatif, le système de santé, l'eau, accès à l'eau potable, l'électricité. C'est encore des questions. Et je pense qu'à notre niveau, quand on était sur le point de discuter de ces options en 90, je pense qu'on a eu l'occasion de le dire ici, on était plus concentré sur l'architecture qu'il faut donner à notre pays au plan démocratique. On venait de loin, il faut l'avouer, beaucoup de coups d'État, on voulait repartir sur de nouvelles bases. On a très peu parlé de développement, on a très peu parlé de la qualité des hommes qu'il fallait aussi mettre à la tête au niveau de ces institutions, n'est-ce pas? On voulait justement arrêter avec ces coups d'État, arrêter avec des systèmes instables, on voulait, et on a pu rester campé sur ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait que quand on a un régime comme Patrice Talon, qui a envie d'avoir des résultats au plan de développement, qui fait des réformes, on se pose la question, est-ce qu'on sommes toujours en démocratie? On se pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer un peu? Et je vais vous poser la question tout à l'heure. Oui, Ulrich, quand on voit un peu tous ces pays qui disent qu'ils pratiquent la démocratie et que l'on salue à travers de bonnes notes, véritablement, est-ce que ces pays répondent aux différentes aspirations des populations? J'espérais que vous donniez l'exemple de Rwanda. Oui, on va y venir. Oui. Vous avez cité certains pays et en l'occurrence, vous avez parlé du Ghana. Vous savez, ça a été un système démocratique adapté sur mesure. Ah oui? Adapté sur mesure parce que vous avez vu un peu cette rigueur qui a été mise autour de cette démocratie pour pouvoir permettre au peuple de se mettre au pas. C'est en fait, c'est justement cet aspect-là que Olusegun Obasanjo voulait faire ressortir. Quand il dit ceci encore, parce qu'il a tout dit à travers ses phrases, il a dit la culture africaine, parce qu'il insiste sur le fait qu'on adapte, qu'on arrime la démocratie aux réalités africaines. Et il dit, la culture africaine ne met pas en avant l'opposition. La culture africaine ne met pas en avant l'opposition. Elle privilégie le consensus, l'esprit communautaire. On se rassemble, on dialogue pour résoudre les problèmes, pour avancer ensemble. Ceci étant, c'est-à-dire, il met en exergue ce qui est en train de poser des problèmes en Afrique, dans le système démocratique africain. Qu'est-ce qui se passe très souvent? Un président prend le pouvoir, on ne veut pas regarder son système, on ne veut pas regarder ce qu'il fait, on ne veut pas savoir ce qu'il apporte de bon, mais la seule chose, c'est qu'on fait une démocratie ou un combat axé sur la tête de cette personne qui dirige le pays. Vous savez, l'opposition est souvent axée
pas sur ce qui se fait de mauvais ou ce qui se fait de bien, mais axé beaucoup plus sur la personne ou la personnalité qui incarne cette direction-là. Cette opposition ne permet pas réellement d'avancer. Alors que quand on se retrouve, si on utilise, si on arrime la démocratie aux réalités socioculturelles et historiques de l'Afrique, on doit se retrouver dans un système où et soi-disant opposants et soi-disant mouvanciers doivent apprendre à s'asseoir autour de la même table pour réfléchir développement. Là, je parle de développement. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé mes propos en disant que Babacar Kanté avait bien raison en disant qu'on ne peut pas du tout dissocier le développement de la démocratie. Un éminent professeur d'université en Chine, nous expliquait ceci. On lui a demandé, mais est-ce que la Chine est dans un pays démocratique? Et puis ça nous a fait un peu sourire. Parce qu'il a parlé de démocratie tout le temps. On lui a dit, mais nous voulons juste poser une question. Dites-nous, est-ce que la Chine est un pays démocratique? Et il a dit, dans un jardin, il y a beaucoup de fleurs. Il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont violettes. Est-ce que pour autant, ce ne sont pas des fleurs? Alors, est-ce que la démocratie, parce qu'elle n'est pas purement à l'État, occidental, sur le modèle occidental, est-ce que pour autant ce n'est pas une démocratie? Si eux, ils ont fabriqué leurs choses, mais justement, voici ce que nous appelons démocratie. Vous n'avez pas à tricher avec des fleurs noires, roses, oranges. Et quand ils l'ont adapté, est-ce que ça leur permet de développer leur pays? Ce sont des questions que nous devons nous poser. C'est ça les vraies questions. Est-ce que la démocratie adaptée au pays, aux réalités socio-culturelles et économiques du pays, est-ce que ça permet au pays de se relever? Est-ce que ça permet aux habitants de ce pays. Quel est le constat que vous aviez fait, justement? Non, le constat est que la Chine a trouvé son modèle à elle. Est-ce que les pays africains sont prêts à trouver leur propre modèle? C'est la question que Obasanjo demande. On va réfléchir là-dessus. Oui. Dans la suite de ce que Ulrich disait, est-ce que notre façon de faire la démocratie, c'est ça qui nous empêche d'avoir des résultats pour donner de l'eau à notre population? Est-ce que c'est ce qui nous empêche de donner de l'énergie à notre population? Oui, il a dit tout à l'heure qu'un président prend le pouvoir, il est combattu violemment par l'opposition qui l'empêche de travailler. Même dans la façon dont nous faisons notre démocratie, en réalité, cela ne doit pas une contrainte pour nous de travailler, de faire de la bonne gouvernance pour avoir des résultats. Il n'est jamais dit quelque part que dans un système démocratique, il n'y a pas la bonne gouvernance. Il n'y a pas le travail à avoir des résultats. Et c'est là, moi, le problème que moi j'ai. On estime qu'on est dans une démocratie et on croise les bras et en même temps on veut avoir des résultats, en même temps on veut développer. Oui, on est dans un système, on peut partager ce système avec bien d'autres pays, mais en même temps c'est nous qui savons à l'intérieur de notre système le travail que nous devons faire pour avoir des résultats. On interroge Patrice Talon, il dit oui, le Bénin reste un pays démocratique, mais moi j'ai essayé de mettre une accent sur la bonne gouvernance pour avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Parce que cela nous a manqué. Bien sûr, est-ce que la démocratie nous a empêché de construire l'Assemblée nationale qui est à l'entrée de Porte-Nouveau? Est-ce que c'est la façon de faire notre démocratie qui nous a empêché, n'est-ce pas, d'avoir des résultats? Je ne pense pas. C'est les hommes qu'on a mis à un moment donné à la tête des structures qui, en réalité, n'ont pas fait preuve de bonne gouvernance dans le rôle et la charge qu'on lui a confié. Et c'est là l'erreur. C'est à croire qu'on est en démocratie, on se cache derrière ce système, on vole, on triche et on estime qu'on a la démocratie. Quand on décide d'en parler, on dit non, on ne doit pas en parler, les droits de l'homme, c'est la démocratie, c'est la liberté, je suis un acteur politique. Quand on en parle, non, c'est parce que je ne dis pas la même chose que le système qui est là, qu'on en parle. Mais non, on est en démocratie aux États-Unis, n'a pas empêché le système américain de poursuivre les citoyens qui ont pris d'assaut le Capitole. Ça reste une démocratie. Donc je pense que en la matière, pendant longtemps, on a fait de la tricherie avec ce système pour des intérêts qui concernent des personnes, des particuliers, surtout au plan politique, au sommet de l'État. Et on est resté, on a laissé la bonne gouvernance au pouvoir. Mais alors, si nous avons la difficulté... Quand on parle de bonne gouvernance, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est ça, justement, qui définit la gestion. La bonne gouvernance n'est pas essentiellement liée à la démocratie. Dans tous les régimes qui existent, même dans la dictature, on peut faire de la bonne gouvernance. Même dans les régimes monarchiques, on peut faire de la bonne gouvernance. Moi, je veux beaucoup plus m'accentuer sur la reddition de comptes, parce qu'au-delà de tout, quand on parle de bonne gouvernance, il faut la reddition des comptes, et il faut la lutte contre l'impunité
l'impunité. Vous avez donné des exemples tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui empêche un gouvernement, s'il constate que tel citoyen a mal géré le denier public, ce qui devrait permettre aux populations de se sentir à l'aise, ce qui devrait permettre aux populations d'avoir de l'eau, ce qui pourrait permettre aux populations d'avoir des infrastructures correctes, et que des individus, en groupe ou individuellement, se sont accaparés du bien public, qu'est-ce qui empêche ce gouvernement de taper du poing sur la table? Non, le plus important, c'est qu'il y ait déjà cette volonté manifeste de le faire. Maintenant, qu'on le dise. Et Eric dit c'est pas la démocratie qui empêche le régime de faire justement voilà, le travail. Mais quand justement le régime ne le fait pas, c'est que le régime prête flanc à l'impunité. Et moi je pense que dans un système démocratique, ou dans le même temps où on veut penser au bonheur, au développement de la population, à l'épanouissement de la population à la base, parce que là nous parlons des besoins capitaux, des besoins vitaux. Si à cause de certains individus dans une certaine démocratie, les populations de Tchumi-Tchumi, de Béroubou et ainsi de suite ne peuvent pas avoir de l'eau potable, il faut qu'on questionne la gestion à ce niveau, la gouvernance à ce niveau, pour savoir ce qu'il en est. De la même manière, quand vous aidez la population, quand vous contribuez au développement de la population, là nous parlons de développement dans la démocratie, il faut aussi rendre compte à cette population-là, lui dire, nous avons développé, nous avons utilisé 5 francs de notre capital commun pour faire ceci. Nous avons utilisé 10 francs de notre capital commun pour faire cela. Et le peuple aussi comprend que quand je paye mes impôts, quand je paye ces taxes, c'est-à-dire ces taxes permettent à faire ceci et cela, le peuple se dit, oui, ce que je fais, c'est parce que c'est pour le bien de mon pays. Mais quand il y a une certaine opacité dans la gestion, dans la gouvernance, et que la reddition des comptes ne suit pas, et qu'il y a l'impunité, parce que parfois, on a certaines personnes ou des têtes qu'on ne veut pas punir. Quand c'est ça, est-ce qu'on est toujours en démocratie? Et c'est la raison pour laquelle on adapte le système démocratique à soi, de sorte à ce que ça n'arrange que soi. Et quand l'autre aussi vient au pouvoir, il réadapte aussi la démocratie. Donc la démocratie africaine est d'une élasticité qui ne dit pas son nom. Alors, si avec la démocratie, on n'y arrive pas et que nos hommes, en tout cas qu'on met à des places indiquées, n'arrivent pas à avoir les résultats qu'il faut, il faut bien se demander s'il ne faut pas trouver un autre moyen, parce que sous d'autres régimes quand même on a eu des résultats qui sont ma foi probants. Vous avez cité le cas rwandais par exemple. Alors, bon, là-bas c'est la démocratie, hein, même si le président peut être élu à 99%. Le suffrage exprimé, bravo à lui. Et c'est là, quand on est dans un système où le président reste au pouvoir de façon éternelle, et que vous interrogez les concitoyens qui estiment que c'est pas ça ce qui m'intéresse. Si ce président s'assure que j'ai de l'eau, j'ai de l'électricité, mon pouvoir d'achat n'est pas suffisamment trop élevé, et ainsi de suite, le citoyen, il trouve son compte. C'est l'Occident qui estime que c'est gênant qu'en même temps qu'on parle de système démocratique, on ait un président qui revient chaque fois à la tête du pays. Mais si dans ce mécanisme, les questions de vie, n'est-ce pas, qui intéressent le citoyen, estiment que je trouve mon compte, j'arrive à me satisfaire, le système qui est là me permet de m'épanouir, et que vous interrogez le citoyen, vous direz que je suis en démocratie. Et il ne vous donnera pas une autre réponse. Et c'est peut-être à ce niveau qu'au niveau de chaque État aussi, et là je vous rejoins, il faut redéfinir les choses. Vous allez en Chine, ils ne vous diront pas que nous ne sommes pas en démocratie. Ils vous diront nous sommes en démocratie, mais tant que le système nous permet d'avoir un niveau de développement, eh bien, ça peut aller. En Occident, on vous dira non, parce que on a rimé ça avec le nombre de mandats, avec la tenue des élections. Et comme chez nous, en Afrique, nous savons être intelligents et que nous savons que c'est ce qui intéresse les Occidentaux, on s'arrange pour avoir des élections de façon régulière et on les contente. Oui, nous sommes en démocratie, mais en arrière-plan. Oui, mais est-ce qu'on a besoin de les contenter aujourd'hui? Ce qui fait que chez nous, en Afrique, l'urgence la démocratie est liée à la tenue des élections et puis ça s'arrête. L'urgence et le plus important, c'est surtout le développement et notamment le bien-être des populations. Et si jusque-là, après 30 années de mise en place de la démocratie dans certains pays, on n'a pas l'impression que les choses vont au rythme qu'il plaît aux populations, il faut bien trouver la solution. On continue de maintenir notre démocratie ou qu'est-ce qu'on fait? Moi, je continue de croire que je n'ai pas un problème avec le système démocratique et que dans notre façon de faire la démocratie, il nous faut mettre encore un peu plus de sérieux au niveau de la qualité des hommes à qui nous confions des charges. Et que mais c'est nous-mêmes qui gérons nos propres charges, donc la qualité sur nous-mêmes d'abord. Sur nous-mêmes, justement. D'accord. Sur nous-mêmes, sur la compréhension que nous faisons de la démocratie, qui n'est pas de la liberté absolue, parce qu'on se dit
voilà, nous sommes dans un pays démocratique, il faut tout se permettre, et puis tout ça, je n'y pense pas non plus. Donc, en tant que citoyen... Mais c'est comme ça que ça se pratique ailleurs, justement, la démocratie. Cette façon... Oui, où on est totalement libre. On a vu sur cette planète un jeune homme, de moins de 20 ans d'ailleurs, courir, gifler son président gentiment. Bon, et puis ça continue. On sait tout ce qu'on raconte sur les présidents dans les pays démocratiques. Et puis ça continue. C'est la grande liberté, non? Donc on fait ça aussi. Moi je ne sais pas. On a dit on veut faire la démocratie. Mais ceux qui ont fabriqué leurs choses font la démocratie de cette façon-là. Donc en principe on ne doit pas copier pour dire après bon ceci on veut pas, ceci on veut pas. Sauf que là-bas, eux ils ont fini de régler des problèmes de ventre avec leur démocratie. Ça leur a permis d'avoir une ville bien développée, de très beaux paysages, un pays développé, voilà, avant que les gifs n'arrivent. Donc, essayons aussi d'atteindre ce niveau et on verra si on peut ajouter les gifs. Oui, Loris. Oui, il faut préciser que ces pays dont vous parlez ont déjà fini de régler les problèmes existentiels. Les problèmes existentiels ne sont plus à cette étape-là. Ils sont à l'étape d'une réorganisation de leur société. L'existentiel est terminé. Parce que à ce niveau, ils sont plus dans le il y a la Chine là. La Chine par exemple a dit nous avons vaincu l'extrême pauvreté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvres, mais ils ont dit nous avons vaincu l'extrême pauvreté. Nous, dans les pays africains, est-ce qu'on a vaincu l'extrême pauvreté? Non. On veut s'adapter. On veut s'adapter. Laissez-moi terminer. On veut s'adapter à un système qui réellement ne répond pas à nos réalités. Au point où nous confondons liberté et libertinage. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui dit c'est la liberté, je peux insulter. C'est la liberté, je peux faire ci. C'est la liberté, je peux faire ça. On confond liberté et libertinage. J'ai entendu tout à l'heure un professeur de droit qui disait que dans une démocratie, parfois, il faut restreindre la liberté. Il faut atténuer les libertés, il faut restreindre les libertés pour pouvoir sécuriser. Moi, je pense que c'est vrai que si on doit restreindre les libertés, on n'est plus en démocratie. Merci. Ça crée encore des frustrations. On n'est plus en démocratie. Et maintenant, est-ce que nous sommes vraiment en démocratie? C'est la raison pour laquelle il faut sincèrement voir comment arrimer les tests démocratiques aux réalités socio-culturelles de notre pays. Non, nos réalités... On n'a que la royauté, nos réalités... Olusegun Obasanjo l'a souligné tout à l'heure. Il a bien dit qu'en Afrique, on ne met pas en avant l'opposition, qu'on met l'esprit communautaire. Je prends un cas très simple qui est là, l'attend tout de suite au Bénin. Aujourd'hui, regardez le code électoral, où tout le monde crie. L'opposition dit, c'est un code parfait, nous pouvons aller aux élections avec ça, que vous le veuillez ou non, nous irons aux élections avec ça. La mouvance, pardon. Et l'opposition qui dit, non, ce code est liberticide. Ce code n'est pas consensuel. Alors, nous irons aux élections, ça va donner ce que ça va donner. Après, on va se retrouver et on va dire, il y a eu des tensions. C'est pas ce qui est souhaitable. Vous voyez, tel que Olusegun Obasanjo le dit, quand il y a des problèmes, il faut qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on essaie de trouver la bonne voie. On ne va pas passer notre vie à s'asseoir. Mais c'est ça qui a toujours caractérisé la société africaine est faite comme ça. Un instant, la société africaine est faite comme ça. Regardez, ne serait-ce que dans les foyers, dans les familles. Vous allez voir que quand il y a un problème, par exemple dans un couple, on ne privilégie pas tout de suite la séparation du couple. Vous allez voir, les parents viennent, chacun intervient, dit non, attendez, vous êtes ensemble. Et souvent, le proverbe le plus utilisé, on dit, la langue et les dents sont toujours ensemble. Il arrive au moment où ils se battent, mais quand même, elles arrivent toujours à s'entendre et à cohabiter ensemble. Donc, on met dans la tête des gens l'esprit communautaire. Mais si éventuellement, mais tant que nous allons rester dans une logique où nous n'allons pas privilégier l'esprit communautaire et que nous allons faire la démocratie libérale occidentale, vous allez remarquer toujours que c'est les mêmes causes produiront les mêmes effets et nous allons toujours parler de démocratie mais en restant dans l'extrême pauvreté. C'est-à-dire que désormais chaque président qui vient au pouvoir doit forcément faire asseoir l'opposition à chaque fois qu'il veut faire quelque chose. Chaque président, il y a des problèmes existentiels, il y a des problèmes communautaires. Tout à l'heure quand le riche parlait de liberté et de restriction, vous avez su sortir qu'on n'est plus en démocratie. Pourquoi? Oui, parce qu'ailleurs, la démocratie, c'est comme ça, oui. Je comprends. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous voulons copier justement. Alors, si nous voyons un peu ce qui se passe sur TikTok,
et que l'État décide d'y mettre fin ou de mettre un peu de restriction, ok, on estime que c'est une forme de liberté, d'expression, oui, absolument, de mettre tout ce qu'on veut dans cette affaire, matin, midi, soir, et puis on est dedans. Et on estime que quand même cela détruit quelque part les valeurs de notre société. Et qu'un État estime que ça n'arrange pas ma jeunesse, ça n'arrange pas l'avenir de ma jeunesse, et décide d'y mettre fin. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne motivation derrière? Oui, il y a une bonne motivation. Alors, on dirait qu'on n'est plus en démocratie? On n'est pas en démocratie. Je ne pense pas. Ah, moi, oui? J'estime que c'est cette compréhension qu'on a de ce système qui nous amène justement à chaque fois, comment on dit, à manifester cette peur au niveau des restrictions de liberté. Oui, voilà, on n'est plus en démocratie parce qu'il y a restriction. Il y a restriction, il y a restriction. Vous n'aurez pas ça dans des pays qui ont connu vraiment un grand développement, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Soit on estime qu'il faut rattraper notre retard au plan de développement avec notre système démocratique, ou on reste comme ça, on n'évolue pas. Oui, enfin, ce qu'il nous faut, c'est de faire un choix. Ce qu'il nous faut, je pense, c'est de faire un choix assez clair. Ou bien nous voulons faire de la démocratie, et nous faisons la démocratie exactement comme ceux qui ont inventé la démocratie font la démocratie, ou bien nous nous entendons pour dire qu'avec la démocratie, il y a des choses que nous ne pourrons pas arriver à faire, ou des niveaux de développement que nous ne pourrons pas atteindre. Et nous nous asseyons, nous nous entendons pour dire, désormais on met de côté la démocratie, voici ce que nous voulons faire. Quand bien même nous prenons le modèle occidental, dans le parcours de ce système démocratique, mais ils ont traversé des époques. Il y a des époques où ce que nous voyons aujourd'hui comme l'expression d'une liberté absolue, toujours dans ce même système démocratique, n'existait pas. Parce qu'ils étaient concentrés sur des questions de développement et il y avait de la restriction. Bon, eux, ils ont atteint un niveau où ils se disent qu'on a fini de régler un certain nombre de problèmes, donc il faut lâcher un peu les choses et permettre à leur société, n'est-ce pas, de s'exprimer. Ok? De s'exprimer. Nous, on n'en est pas encore là. Et donc, pour moi, cette peur autour des questions de liberté, il faut encore en rediscuter. Peut-être entre acteurs majeurs de notre société et se poser des questions sur ce que nous voulons. On veut développer une rue. Regardez tout le temps qu'on met, n'est-ce pas, à faire le débat de là, c'est ma place, c'est ma maison depuis 30 ans, oui, personne ne doit toucher. Quand même, on sait que c'est tombé dans le domaine public et alors, on vous laisse la maison, on laisse l'environnement dans cet état que nous connaissons, sale, avec beaucoup d'ordures, et on n'y fait rien parce qu'on ne veut pas déranger l'intérêt des gens, on ne veut pas déranger la liberté des gens, et puis on est comme ça. On ne va pas construire un pays comme ça. Jamais, ça n'arrivera pas. Mais alors, quittons la démocratie. Mais les autres n'ont pas fait ça pour avoir... Oui, c'est ça, quittons la démocratie. Mais c'est même dans ça, c'est même dans la démocratie que les autres ont réussi à faire ça. Ah non, pas du tout. Parce que vous l'aviez dit tout à l'heure. Non, ils ont d'abord fini les problèmes existentiels avant de poser la démocratie. Il faut qu'on soit clair. Vous savez, aujourd'hui, la démocratie telle que nous l'appliquons, effectivement, ça nous pose un problème de développement. Et on ne peut pas... Comment on fait? On passe à la dictature? On ne peut pas la jeter. On passe à la dictature. On ne peut pas passer à la dictature, mais il va falloir trouver le bon mécanisme. C'est quoi le bon mécanisme? Le bon mécanisme, c'est de commencer maintenant par intégrer les valeurs sociales, les valeurs culturelles, les valeurs historiques. Quand je l'ai dit tout à l'heure, je dis, il faut commencer par apprendre à vivre ensemble, à travailler ensemble, parce que la société africaine ne met pas en avant l'opposition. Et quand nous allons rester dans cette logique, vous allez remarquer que nous allons toujours... On n'élit pas quelqu'un pour mettre son opposition. Non, l'opposition. Les heures de société, ça vient toujours, ça arrive toujours. Mais le plus important, c'est d'apprendre à travailler de façon consensuelle. Tout le monde ne peut pas être d'accord, mais qu'on arrive à avoir souvent la majorité. Mais quand on veut tailler une démocratie sur mesure, à la tête de soi, en se disant... elle peut être élastique pour moi, mais pas pour les autres. Et à la fin, celui qui revient aussi au pouvoir se dit aussi, alors, ça a été élastique pour lui par le passé, ça doit l'être aussi pour moi. Au finish, c'est le peuple qui en pâtit, c'est le développement qui souffre. Et pendant longtemps, nous avons vécu tout ça. Qu'est-ce que nous avons gagné en termes de développement? La liberté de parole et d'opinion. Merci beaucoup, cher monsieur. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Juste derrière moi, le récapitulatif des informations relayées par la rédaction de Canal 3 Bénin, une œuvre de Idriss Boukari. Bonne journée.
Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis. C'est le thème de la 7e édition de la Semaine du numérique, lancée le mardi 5 novembre 2024 à Cotonou. Il a été question au cours de la semaine de la nécessité de concilier la mission d'information des acteurs des médias à leur obligation de protéger les données à caractère personnel. Le secteur médiatique, selon la ministre du Numérique et de la Digitalisation, traverse une période de mutation profonde des modes de consommation de l'information. Cette 7e édition de la Semaine du numérique a été meublée par des communications et des panels de discussion. Et je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'engagement et la résilience de ces acteurs des secteurs du numérique et des médias, qu'ils soient publics ou privés. Ces acteurs et ces professionnels qui œuvrent chaque jour pour enrichir notre paysage médiatique et lui offrir le support de propulsion nécessaire à son essor. Les membres du comité de pilotage du projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et prévention des conflits, à la transhumance et la gestion des ressources naturelles ont tenu le mardi 5 novembre 2024 leur 2e réunion à Cotonou. Il s'est agi essentiellement pour les principales parties prenantes, à savoir le Bénin et le Niger, de faire le point de la mise en œuvre de ce projet financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. C'est un projet qui se propose de contribuer au renforcement de la sécurité communautaire et la prévention des conflits pour améliorer la cohésion sociale et développer des opportunités socio-économiques pour les populations vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes. Les assises nationales de la jeunesse de la CEDEAO se sont déroulées au Palais des Congrès de Cotonou les lundis 4 et mardi 5 novembre 2024. Cotonou était donc devenu pendant 2 jours la capitale de la jeunesse ouest-africaine. Sur initiative du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, avec le concours du ministère des Sports et de la CEDEAO, la jeunesse est invitée à se pencher sur les thématiques de développement et d'unification. Ceci pour un changement de mentalité. L'objectif, selon le professeur John Higué, président du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, est de créer un espace intégré où les jeunes se sentent à l'aise. Des jeunes qui ont besoin de s'ouvrir au monde pour bénéficier des progrès de l'humanité. Les directeurs dans les écoles sont illustrés à travers leurs bons résultats au terme de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2024 ont été célébrés. Il s'agit de ceux officiant dans les établissements publics et privés de la commune de Soava. Le maire André Ousoutodje a fortement soutenu cette initiative du cadre de réflexion et de concertation des enseignants autochtones de Soava. La cérémonie de remise de certificats d'excellence s'est déroulée vendredi à la Maison des Jeunes de la commune de Soava. Cette distinction est un encouragement à poursuivre nos efforts pour offrir à nos élèves le meilleur enseignement possible. Des financements pour soutenir les fédérations sportives béninoises. Dans les semaines à venir, l'ambassade de France au Bénin veut lancer le projet dénommé « Vivre ensemble par le sport » au profit de toutes les fédérations sportives et des organisations de la société civile. C'est le message porté par le ministère des Sports aux différents présidents de fédérations à la faveur d'une rencontre qui s'est tenue le mercredi 6 novembre 2024 dans la salle de conférence du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. La séance d'échange s'est axée sur les paramètres de préparation et de soumission d'un projet sportif. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention
à lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Mesdames et messieurs, bonjour. L'opposition s'active pour ne pas mordre la poussière en 2026. C'est à tout le moins le message qui transparaît de l'instauration à Cotonou ce dimanche 10 novembre 2024 par plusieurs formations politiques opposées au régime en place dans un cadre de concertation. Sont réunis sous ce creuset la nouvelle force nationale, le mouvement populaire de libération, la grande solidarité républicaine, le mouvement Ensemble, nous pouvons le faire et bien sûr les démocrates comme tête du proue. Rapporte Matin Libre qui ajoute que cette plateforme vise à fédérer les efforts pour faire face à ce qu'elle qualifie de velléité de machination de la mouvance présidentielle dans le cadre des élections générales de 2026. Pour Fraternité, cette actualité donne le ton d'une bataille épique en 2026. Mais le canard de Mélenchon va plus loin et relève l'absence de parti non négligeable de l'arène politique telle que force courir pour un Bénin émergent et restaurer l'espoir. Alors que Dynamisme infolie à travers cette mobilisation de l'opposition l'ambition d'une synergie d'action pour des élections dignes du nom en 2026, les 4 vérités nous dévoilent que le cadre de concertation est né avec quelques revendications telles notamment que l'audit de la liste électorale et la révision consensuelle du code électoral. Affiner ses armes pour les joutes électorales de 2026, c'est dans cette dynamique que s'inscrit également l'organisation par le parti de la mouvance présidentielle Moël Bénin d'un conseil national et d'un congrès extraordinaire les 9 et 10 novembre dernier à Cotonou. Selon Fraternité qui nous rapporte l'information, ces assises à caractère statutaire se sont déroulées sous le thème Moël Bénin face aux défis électoraux de 2026. Cette actualité est suivie par plusieurs canards parus ce matin, dont le potentiel qui affiche Ayadi et les siens en réflexion pour les élections générales de 2026. Loin de tout enjeu électoral, l'emblème du jour nous apprend que la 9e session du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes s'est déroulée à Addis Abeba en Éthiopie les 6 et 7 novembre dernier. Le quotidien précise que l'événement qui a réuni les ministres de plusieurs gouvernements africains en charge des questions du genre a connu la participation du Bénin, représenté par Véronique Tony-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. L'emblème du jour ajoute que cette session est consacrée à l'examen de plusieurs documents, dont le projet de convention de l'Union africaine sur la fin de la violence à l'égard des femmes et des filles. Et pendant ce temps, la cité ministérielle voit le jour à Cotonou et inspire les canards. Un symbole de modernité et de luxe lance fièrement Fraternité avant de décrire l'infrastructure. La cité ministérielle se dresse majestueusement sur le boulevard de la Marina, au cœur de la dynamique administrative et politique du pays, non loin du palais des congrès et de la statue de l'Amazone. Son architecture imposante et épurée offre une esthétique résolument moderne, un véritable hymne à la beauté et à la fonctionnalité. Le joyau affiche 10 bâtiments R+5, s'étend sur 5 hectares et totalise 60 000 m² de bureaux. Également sous le charme du joyau, Libération parle d'un chef-d'œuvre moderne et unique. Pour Bénin intelligent, la mise en service de cet édifice permettra à l'État de réaliser des économies de loyer de 10 milliards par an. Mesdames et messieurs, pour finir, sous le haut patronage du président de la République, Patrice Talon, les travaux du Forum national sur la nutrition s'ouvrent demain à Cotonou. Rapporte Libération. Il s'agit d'une initiative qui vise à placer la nutrition au cœur du développement, précise le quotidien. Fin de la revue de presse de ce lundi 11 novembre 2024.